Les gens s'associent beaucoup trop souvent à ce qu'ils font, et notamment dans leur réussite. En matière d'échec, on a tous la mention très bien. Tu vois, parce que toi, t'as vécu une peine de cœur, que ça vaut mieux que mon cancer, ou que ça vaut mieux que lui qui était alcoolique. On a tous vécu une période tumultueuse. Souvent, quand des personnes sont très bonnes dans leur domaine, plutôt que de les garder dans ce domaine-là parce qu'elles sont excellentes, on les fait passer manager, alors qu'en fait, non. Non, vraiment, le système scolaire, c'est une énorme fumisterie. On te pousse à faire des trucs que t'as pas forcément envie, en te faisant croire que c'est les bonnes choses pour ton avenir, alors qu'en fait, c'est de la merde. Et quand ton cerveau, il est tout le temps finalement en contrôle et en maintien pour faire à tout prix, à un moment donné, on oublie d'être. La ressource la plus précieuse qu'on a, c'est vraiment le temps. Et donc, pour moi, la réussite, c'est de savoir faire exactement ce que je veux de mon temps, sans jamais devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Bienvenue sur Rayonnons, le podcast qui t'aide à allier bien-être et performance pour rayonner en tant que leader. Ici, on parle de business, leadership, entrepreneuriat, dev perso et de performance alignée. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il porte très exactement ce bandana orange, ce micro en forme de banane. Vous le connaissez peut-être aussi sous l'agent E, dans ses émissions Men in Black, mais aussi dans ses tutos à la Jérôme Niel, ou comme Tata Suzanne aussi, dans son service avant-vente des commerciaux. Vous l'avez compris, je suis avec le king du cold call, Enzo Colucci. Salut Ludivine, quelle entrée en matière. Et B, on va passer une bonne heure, ça va être drôle, je sens. En tout cas, ça me fait trop plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Content d'être à Paris. Ouais. Que tu sois venu. Ah bah de toute façon, impossible de l'emmener à Nîmes ou à Montpellier parce que trop busy. Pas le time, mais je prends le temps quand même. Ouais, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci d'être là. L'idée aujourd'hui, c'est justement, après les autres épisodes, c'est vraiment ça, c'est qu'on se sente comme si on était au café, dans un brunch et qu'on parle vraiment à cœur ouvert et avec le plus d'authenticité possible parce qu'on est là pour ça. Et justement, j'aimerais peut-être qu'on comprenne un petit peu plus ton parcours parce que là, aujourd'hui, on te connaît comme la référence du cold call, vraiment comme le coach du cold call. Mm-hmm. Donc, la prospection à froid pour ceux qui parlent le mot anglais. Moi, la première, il a fallu qu'on traduise, donc c'est bon. Et si mes souvenirs sont bons, pour toi, en fait, t'as déjà eu plusieurs vies en une. Déjà même dans tes journées, t'as déjà plusieurs journées en une. Ouais. Mais là, t'as eu plusieurs vies en une, dans le sens où, si je me rappelle bien, tout a démarré pour toi où t'étais censé partir en école de commerce. Mm-hmm. Et t'as pas décidé de prendre ce chemin-là, mais t'es parti en fait plutôt dans la rue, à arrêter des gens. Mm-hmm. Et justement, depuis ce moment-là, comment t'en es arrivé là aujourd'hui ? Première grosse expérience, qui arrive par hasard. J'ai souvent dit ça, tu te sens perdu à l'âge de même pas 20 ans, faut faire des études, tu sais pas trop où tu vas. C'était il y a 12 ans, donc peut-être qu'aujourd'hui ça change un peu, je me rends pas trop compte, mais à l'époque c'était encore important d'essayer de faire un bac+5, école de commerce ou grande école, surtout quand t'es à Paris. J'en parlais avec ma copine, parce qu'elle est pas de Paris, et à Paris il y a quand même une sorte d'écosystème où on te fout la pression pour réussir scolairement. Tu sais, t'as beaucoup de concours, t'as des classements entre même les lycées à Paris, etc. Donc en fait, on te monte la tête pour vraiment de la merde. Et donc moi j'ai un peu cru à cette merde-là au début, donc je me dis tiens, je vais aller faire HEC parce que c'est bien, c'est HEC sur un CV. C'est la meilleure école. Ouais. Alors c'était pas HEC Paris, du coup je pars à HEC Lausanne parce que j'essaie quand même de filouter comme je peux, mais quand même avoir un tampon HEC sur le CV histoire de faire semblant, parce que c'est important de faire semblant, paraît-il, dans le monde professionnel au début. Donc je veux faire semblant comme tout le monde, et puis je pars, mais pas pour les bonnes raisons. Je pars parce que je veux un nom, mais j'ai aucune idée des matières que je vais étudier, j'ai aucun plaisir dans ce que je fais, genre zéro. C'est vraiment, ça n'est que souffrance tous les jours, quoi. C'est-à-dire que je vais en cours, je vais pas dire la boule au ventre, mais sans aucun intérêt. J'attends que le temps passe, sauf que je peux pas attendre à rien foutre, parce que si j'ai pas de notes, je passe pas. Donc je passe mon temps à la bibliothèque. Vraiment, j'ai aucun plaisir dans ma vie. Alors je sais pas si c'est ce qu'on doit dire aux générations qui arrivent ou si ça a toujours été comme ça et qu'il faut qu'on reproduise, mais je suis pas sûr qu'à 20 ans, l'objectif de ta vie, c'est de prendre aucun plaisir. Et donc ça, j'ai essayé moi de vite rebondir et de me dire qu'est-ce que je branle ici. Donc j'arrête. Sauf que bien évidemment, j'ai un peu
un sens de la redevabilité, et donc je veux pas m'arrêter comme ça brutalement alors que mes parents ils payent un loyer. Pour le coup, l'école coûte que dalle en Suisse, l'université, ça doit coûter 500 balles par semestre, ce qui est ridicule. Bonne prise en charge de là-bas, mais je dois financer mon loyer, quoi. J'ai 1300 balles par mois qui partent, donc je veux rembourser le deuxième semestre vu que j'arrête mon contrat en cours avec mes parents sur l'école, donc faut que je trouve un truc. Et en Suisse, c'est pas évident de trouver quelque chose quand t'es pas suisse. C'est un marché très fermé, pas très ouvert aux étrangers, y compris les Français d'ailleurs. Et donc, le seul truc que je trouve, c'est vendre des assos dans la rue. C'est le premier truc qui passe, qui m'accepte. Je sais pas trop où je fous les pieds. Et putain, heureusement, parce que j'y suis allé sans a priori. Et ça a été une révélation pour moi, ce moment-là de ma vie où j'ai 19 ans. On me fout sur un carrefour, on me fout devant un supermarché, devant une gare. On me dit arrête des gens, close-les, quoi. Et moi, je sais pas ce que c'est à l'époque, la vente, je sais pas ce que c'est, le taf même. Révélation ultime, je deviens hyper fort très tôt, je suis entouré de gens hyper bienveillants avec qui je me marre, j'ai plaisir à me lever, j'ai plaisir à aller au taf. C'est incroyable ce moment de vie pour moi, là, c'est 4 mois de transit, 5 mois de transit. Et ouais, je gagne énormément confiance en moi, je suis très bon. Ça a duré combien de temps cette expérience ? Ça a duré un gros 5 mois parce qu'en gros j'ai commencé en avril, j'ai repris des études en septembre, j'ai dû prendre 1 mois de break l'été, peut-être au mois de juillet. Donc avril, mai, juin, août, septembre, les 5 mois on va dire, un truc comme ça. T'as eu le temps de te casser les dents en 5 mois. Ouais. Les premières semaines en tout cas elles sont dures parce que tu sais pas ce que tu fais en fait. Les gens te disent juste, tes collègues et ton coach, ton coordinateur, arrête des gens. Et t'es en mode genre mais... Comment ça ? Ouais. Moi, j'ai pas compris. Au début, mon entretien, on m'a dit fais des blagues. J'ai dit d'accord, mais là maintenant, en fait, il faut que j'arrête des gens et que je les convainc de signer un truc. Donc, c'est hyper dur les premiers jours, même les 2-3 premières semaines. Puis après, tu craques le truc. Tu sais vers qui aller. Tu sais comment expliquer un formulaire. Tu sais comment rassurer les gens. Tu connais les objections un peu majeures. Tu sais comment présenter. Tu sais comment arrêter des gens. Et la confiance vient naturellement. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité de vouloir performer partout où j'arrivais. Je pense qu'il y a un peu ce truc de t'as envie de plaire à ton père, à tes parents, t'as envie d'être considéré. Donc, moi, j'ai toujours voulu être top performer dans le sport et donc après, dans tout ce que j'entreprenais. Donc, moi, j'ai voulu être meilleur vendeur de Suisse. Donc, je l'ai atteint, cet objectif-là, au bout d'1 mois, 1 mois et demi. Et donc, génial. Donc, je prends grave du plaisir, je kiffe et c'est le début de ma nouvelle vie, quoi. Ouais. C'est ouf parce que dans tout ce que tu dis, en fait, il y a vraiment eu ce parcours de base qui allait... tu suivais ce qu'on disait de faire, d'être dans la top performance, tu vois, HEC parce que ça faisait bien. Ensuite, tu trouves cette opportunité-là qui est hyper difficile parce qu'il y a aussi pas mal de rejets. Mais finalement, t'en fais une force où tu te dis, OK, là-dedans, je vais devenir le meilleur et j'apprends. Enfin, c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Ouais. D'être face à des gens comme ça dans la rue en mode total random et... Faut tester, en fait. Faut tester, faut être bien entouré. Moi, je savais pas trop, encore une fois, ce que je faisais là. Juste, j'avais un bon coordinateur, donc manager, des équipes qui étaient cool autour de moi, qui m'apprenaient un peu le taf. Je me sentais pas jugé, en fait. Donc, ça a vachement aidé à outrepasser les peurs que tu peux avoir de rejet, de tout ça dans la rue. Donc, c'est une des meilleures écoles sur Terre, je trouve, quand t'es encore une fois bien accompagné. Et ouais, je reviens sur ce truc d'école, c'est qu'en fait, je me rends compte à quel point à l'époque, ça n'était que roublardise pour essayer de rentrer par des moyens de passerelle, de viens, on fait des concours d'école, comme ça on essaie d'avoir la meilleure merde en fait, parce que dans tous les cas, à moins que tu fasses aujourd'hui ton top 3 d'écoles de commerce en France, HEC, ESSEC, ESCP, qui a toujours été le cas. Ça n'a pas vraiment d'impact aujourd'hui. Ça a zéro impact. Allez, les decks dedans, je vais pas les oublier eux, même si je m'en branle. Mais... Les bases sont posées. Non, en fait, on s'en fout. Parce que tu fasses une école ou une autre, dans tous les cas, tu vas raquer entre 8 et 13 000 euros ton année. Maintenant, ça n'arrête pas d'augmenter depuis 2 ans. Plus, hein, t'es à plus de 12 000 balles. Ouais. C'est scandaleux. C'est scandaleux quand tu vois ce qu'on t'enseigne là-bas, avec quoi tu ressors. Alors, tu ressors avec du réseau. Ce que tous les gens te disent après. Ouais, c'est cool. Tu ressors avec du réseau, ton réseau d'alumni, encore si t'es capable d'en faire quelque chose derrière. Parce que combien réellement sortent en te disant j'ai un réseau d'école et savent pas l'utiliser derrière parce qu'ils comprennent pas ce que c'est le sens du mot
réseau. Donc non, vraiment, le système scolaire, alors je vais parler pour la France, que j'ai pas assez de connaissances en dehors, c'est une vaste fumisterie. C'est une énorme fumisterie où, en fait, même les darons savent pas, en fait. Bah les non, darons, ils sont perdus, ils veulent le mieux, donc ils se disent plus c'est haut, mieux c'est. Et du coup, on te pousse à faire des trucs que t'as pas forcément envie, en te faisant croire que c'est les bonnes choses pour ton avenir, alors qu'en fait, c'est de la merde. Et que ce qu'il faut, c'est s'écouter soi. Mais à l'époque, tu sais, quand tu rentres dans la vie d'adulte, t'as pas encore vraiment cette écoute de toi-même, tu veux bien faire, tu te connais pas vraiment. T'as aucune connaissance. Donc c'est difficile, même si aujourd'hui t'en as conscience et que si demain, je sais pas, enfin c'est pas le sujet, mais si demain t'as des enfants ou quoi, peut-être que c'est quelque chose que t'aimerais leur apprendre, leur inculquer et tout, ben c'est encore une fois beaucoup de théorie, mais dans la pratique, même encore aujourd'hui, tu vois, t'as quoi, t'as 30 ans Ouais, je vais faire 32 cette année. Ouais. 32 ? Ok, ça va, c'est pas un sujet qui fâche. Non, je m'en fous maintenant. Non, j'ai fait le deuil, ça y est. Non, mais je plaisante. Donc, mais tu vois, même à la trentaine et tout, il y a même encore plein de personnes qui se cherchent, qui cherchent à se comprendre. Et dans tous les cas, on a toute la vie pour apprendre à se connaître. On peut jamais se connaître à 100%. Meilleur truc que je conseille, enfin moi en tout cas ce que j'ai essayé de faire, c'est justement la technique de l'entonnoir. C'est que je sais pas ce que je veux, mais plus je teste des choses, plus je sais ce que je veux pas faire. Et donc plus je sais ce que je veux pas faire, plus je converge vers ce que j'ai envie de faire potentiellement. Ouais. Ou en tout cas prendre les bonnes choses des expériences des uns des autres. Donc je favorise toujours et je pousse les gens à tester. Donc si c'est des écoles, bah tester une école de commerce. Moi aussi je l'ai faite. C'est juste qu'avec le recul, maintenant je me rends compte à quel point c'était de la merde. Est-ce que je referais la même chose ? Oui, finalement, je referais les mêmes erreurs parce que j'ai pas de regrets dans ma vie aujourd'hui. Donc, je referais le même parcours pour me rendre compte à quel point justement ça sert à rien. Moi, j'ai coupé court très vite aux études. Enfin, j'ai pris mon bac+3 histoire de dire que c'est un peu un minimum pour faire plaisir aussi aux darons et pas qu'on me casse les couilles. Mais voilà, j'ai mon bac+3 et ciao bye quoi. Vous aurez pas plus d'oseille de ma part parce que je vois que ça sert à rien en réalité, tu vois. Et les profs qui sont là-dedans aussi, tu vois. Enfin, pour moi, combien de fois on m'a proposé d'intervenir dans des écoles, enfin, être payé 80 € de l'heure, non mais sérieux quoi. Donc en fait si tu veux on nivelle par le bas, donc c'est dommage ce système vraiment, genre dans le lot, attention, encore que je fais des généralités, il y a évidemment et heureusement j'en ai aussi des profs qui sont là parce que c'est toute leur vie finalement, tu vois, genre d'enseigner et ils sont fabuleux, mais dans l'eau, bon, on parle de même pas 10%, de 90% du reste, ça te sert à que dalle quand t'arrives dans ta vie pro, et on voit du coup... Alors ça prépare bien le foie, en général. Ouais, ça c'est clair. Tu fais beaucoup de soirées, full soirée. Endurance, mais c'est vrai que finalement, à part ça, je trouve que plus, allez, à la limite, si le système associatif... Ce que j'allais dire, ceux qui s'investissent dans les bureaux bureaux d'association... Ouais, les BDE. Ouais, exactement, BDE, BDS, etc., où finalement, t'essaies un peu de jouer avec des budgets, d'entreprendre, de faire des trucs. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est clair que ceux qui arrivent à se mettre là-dedans sont ceux qui, je trouve, derrière, s'en sortent le mieux aussi, parce que, pareil, ils sont déjà à goûter, à aller chercher peut-être des sponsors, des trucs, à aller essayer de travailler avec déjà d'autres entreprises, donc ils prennent un cran d'avance. Ouais. La plupart des gens, en fait, on attend que le temps passe, quoi. Et moi, je le vois aussi avec finalement derrière, parce que je vois des gens qui sont en alternant ou qui sortent d'école et que je forme. Alors moi, du coup, je vais parler aussi pour ma paroisse sur la partie commerciale. Waouh, on part de loin, quoi. On part de loin. Tu te dis, mec, mais qu'est-ce qu'on t'a enseigné ? Qu'est-ce que t'as fait, en fait, depuis là, 3, 4, 5 ans ? Qu'est-ce que t'as foutu de tes journées ? T'es là, tu comprends rien. Puis surtout qu'on te garantit un super bon salaire derrière, à te dire oui, t'as fait telle école, etc. Ça, sincèrement, délire, c'est clair. Quand on sortait d'école, parce que moi aussi j'ai fait une école de commerce du coup à Paris, et en sortant d'école, je voyais plein de personnes qui avaient plutôt du mal à se vendre en entretien ou qui pouvaient manquer de confiance en elles ou qui étaient plutôt introverties, qui avaient des salaires mais pourris, vraiment de merde, alors que finalement, elles avaient de la valeur derrière, mais juste, en fait, l'école ça suffisait pas. Il fallait vraiment se démarquer, il fallait vraiment, tu vois, moi quand je suis sortie d'école, j'avais vraiment ce truc où j'ai toujours été audacieuse, tu sais, et je testais. Et en fait, je faisais, c'était vraiment j'inversais la tendance en mode, non, vous aussi vous avez besoin de moi, donc, tu vois, l'entretien il pouvait vraiment être inversé. Et ce qui faisait que j'avais démarré mon stage et où j'avais eu mon premier CDI et j'avais démarré à 34 000. Ce qui était pas mal, tu vois, quand tu démarrais. Mieux que moi, ouais. Très propre même. Mais ça, parce que ça n'a pas du tout été grâce à l'école. Ça a été parce que tu affirmes ta personnalité, parce que tu montres que tu as confiance en toi, que tu as la niaque, etc. Notamment la niaque, quand tu es commercial. Parce que forcément, c'est quand même une qualité très, très importante, étant donné tous les refus que tu te prends, toutes les claques que tu te prends et la persévérance que ça demande. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus recherché. Et finalement, ces soft skills, c'est pas l'école de commerce qui te l'apprend, tu vois.
C'est dommage, je trouve d'ailleurs, qu'il n'y ait pas des cas pratiques où on te dit, viens, allez, tu te mets vraiment face, un peu comme tu fais toi aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait une super transition, c'est super. C'est que finalement, toi, t'accompagnes les gens, t'accompagnes les sales, tu vois, où tu vas leur dire, tu vas leur donner des conseils et tout, mais tu vas aussi les accompagner vraiment dans leur cold call, enfin, quand ils vont appeler leurs prospects, et où tu vas les reprendre, vous allez réajuster, etc., etc. Et ça, je trouve, déjà, c'est génial ce que tu fais, et qu'en plus de ça, si c'était aussi possible en école de commerce, c'est ça qui aide réellement à performer en tant que commercial. Il n'y a pas de débat. Bah oui, puis c'est la preuve par l'exemple, ce qu'on veut voir, tu vois. Donc, ouais. Vaste sujet, tout ce truc-là. Franchement, c'est pas des bons souvenirs, quoi. C'est pas des bons souvenirs, cette partie école et tout, tu vois. Enfin bon, après avec le coup, maintenant on s'en fout, mais ouais, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, en fait, moi, je trouve c'est plus important de se concentrer sur les compétences qu'ont les gens, plus que justement sur leur diplôme ou autre, en fait. S'en fout que t'aies fait telle ou telle école. Ce qu'on sait, c'est que du coup, si t'as fait telle école, t'es capable d'endurer une grosse charge de travail. Donc, c'est très bien pour tous ceux qui veulent faire du conseil, de la finance derrière, parce que on sait qu'on peut t'essorer comme un citron jusqu'à 23h, tu vas fermer ta gueule, parce que de toute façon, t'as bossé toute ta vie comme ça pour arriver où t'en es dans tes études. Donc, c'est aussi, une forme, tu vois, j'allais dire une forme d'intelligence, je trouve pas ça intelligent, mais en tout cas, c'est une forme de filtration. Mais après, les autres gens, ils peuvent très bien se démerder avec 3 francs 6 sous et juste avec, comme tu dis, beaucoup d'audace, essayer de savoir où tu veux, essayer d'être convaincu par pourquoi tu fais ce choix-là, qu'est-ce qui t'amène dans ce secteur-là. Justement, c'est la question que j'ai envie de te poser. Toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce secteur-là? Pourquoi t'as choisi vraiment d'en faire ton métier à part entière? Moi, c'est venu, en fait. Je pensais pas que j'allais faire du coaching. Je pense que j'ai toujours peut-être eu un peu ça en moi. Je me considère très humblement comme un leader depuis que je suis gosse parce que j'ai toujours été très entreprenant. J'ai toujours fait preuve de justement beaucoup d'audace. J'ai pas eu peur de grand chose. En tout cas, j'essayais au maximum de me persuader que j'avais pas peur des choses. Ouais, bah oui, parce que fake it until you make it, quoi. Bien sûr, donc tu fais semblant de pas avoir peur, mais t'as peur comme tout le monde. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le coaching qui m'a choisi parce que en fait, moi, je faisais mon taf. J'ai toujours été un peu un électron libre dans les boîtes où j'étais. J'ai toujours été top performer. J'ai toujours eu envie qu'on me casse pas les couilles, que j'allais faire plus que les objectifs qu'on me demandait de faire à ma façon. Juste, viens, on fait les comptes à la fin, t'inquiète pas, le taf sera fait, laisse-moi tranquille. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai toujours été un peu un électron libre. J'ai jamais eu le profil pour être manager, justement, je pense. Quand j'étais, parce que j'étais aussi beaucoup plus jeune, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu différent, même si ça m'intéresse toujours pas. Pourquoi? Ça, c'est encore un autre débat. Je pense que ça dépend aussi beaucoup, encore une fois, des entreprises et dans quel cadre tu es. Mais le manager, c'est souvent une nounou. Moi, c'est tout ce que je veux pas être. Ce que je leur dis d'ailleurs en coaching, je leur dis, moi, je suis pas ta daronne, en fait. Si tu veux pas le faire, je le ferai pas à ta place. Puis si tu veux pas être là, casse-toi, en fait, tu vois. Chose que tu peux pas dire en tant que manager, forcément. Enfin, quand t'es manager, tu dois faire la daronne. C'est-à-dire que, même si tu veux pas, il faut que j'arrive à te dire si, allez, s'il te plaît, allez, si, allez, s'il te plaît, que je trouve des parades. Au bout d'un moment donné, quand t'as pas envie, tu vois. Et ça me fait chier de devoir te forcer à faire un truc que tu veux pas ou d'essayer de trouver un stratagème pour te faire faire un truc que t'as pas envie de faire. Donc, tout dépend dans quelle boîte t'es. Il y a des boîtes qui sont, pour le coup, très stables, économiquement, et donc qui ont moins cette pression-là, peut-être des chiffres, et donc, tu vois, où c'est moins le cas. Moi, j'ai vécu des boîtes en hyper-croissance à chaque fois, des potes en hyper-croissance où les managers montent très vite, où il y a beaucoup d'arrivées, où tu fais monter à des postes de manager des gens néophytes, parce qu'on a inventé le middle management aussi depuis quelques années, où maintenant il y a des managers de managers, parce qu'il y a des équipes qui sont tellement grosses, et ces gens-là, en fait, ils sont jamais accompagnés, et donc on te fout un peu dans le grand bain, et puis si t'apprends à nager, c'est bien, si tu coules, tant pis. Et tu fais un peu une éponge. Le manager, aujourd'hui, il y a plein de boîtes et partout où je passe où, putain, ils servent à que dalle, quoi. C'est horrible ce que je vais dire, hein. Mais je vois pas l'utilité. Et manager, c'est un taf à part entière. Donc moi, je me suis jamais senti manager parce que je pense que j'ai pas cette compétence-là à la base. J'en ai plein d'autres, mais celle-ci, je l'ai pas. Après, ça peut s'acquérir si t'en as l'envie. Bien sûr. Mais si t'en as pas l'envie, il y a pas de sujet. Complètement. Faut être bien accompagné, faut avoir envie, faut se sentir bien, faut avoir les moyens, etc. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont envie, mais qui se sentent démunis aussi parce qu'ils ont 14 personnes à gérer et que c'est pas possible de gérer 14 personnes quand t'es manager non plus. Il y a des personnes qui ont envie, mais il y a aussi des personnes qui n'en ont pas envie. Et je trouve que ça, c'est vachement dans la notion de réussite dont tu parlais au début, du style, tu sais, tu veux être au top, tu veux monter en grade et tout. Et là, en fait, souvent, quand des personnes sont très bonnes dans leur domaine, plutôt que de les garder dans ce domaine-là parce qu'elles sont excellentes, on les fait passer manager, alors qu'en fait, non.
Ça, oui, et c'est un vrai sujet. Ça arrive sujet. Très souvent, ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi voir ce que moi, j'étais dans cette position-là à l'époque, et à un moment donné, je suis aussi responsable de ça parce qu'on tire souvent sur les boîtes en disant ouais, les boîtes, elles sont connes de faire passer, et je suis le premier aussi à dire ça, elles sont connes de faire passer à des rangs de managers des gens qui sont très bons, du coup, parce qu'un top performer sera pas le manager de demain. Moi, j'en suis convaincu. Néanmoins, quand toi, t'es assez jeune et que t'es top performer et que toi, ta vision, c'est pour demain avoir un meilleur salaire et pour réussir, il faut que j'aille chercher au-dessus. Donc, ton top performer, en même temps, si tu lui donnes pas la promotion, lui, il va se barrer. Il va pas se dire, moi je reste là, je top perf. Je vais juste éclater mes objectifs et ça va me suffire. Chose que moi j'ai compris après en me disant, en fait, je veux plus être manager parce qu'on m'a donné ce rôle-là, du coup, assez jeune, donc j'ai eu cette chance-là. Et après, je me suis dit, oh là là, en fait, moi, je préfère être dans l'opérationnel, je préfère défoncer les objectifs, être un peu une sorte de bras droit du manager, mais sans avoir ses responsabilités, mais en étant un peu son co-capitaine, de l'aider sur des sujets transverses ou autres, ça me fait plaisir. Mais j'ai pas le lien de subordination avec les gens. Je veux pas être la daronne, encore une fois, mais je veux bien montrer l'exemple. Et j'avais beaucoup plus de plaisir dans ce taf-là. Donc, je le dis souvent d'ailleurs aux sales, posez-vous la question aux commerciaux, est-ce que vous avez vraiment envie de demain être directeur commercial, VP Sales, CRO, CSO? C'est pas forcément pour tout le monde cet taf-là. Parce que ces gens-là aussi, ils sont pas les meilleurs opérationnellement. Et c'est pas ce qu'on leur demande non plus. Même si on parlait tout à l'heure de montrer l'exemple, lead by example, pardon pour les anglicismes de connard, mais... c'est pas forcément eux, tu vois, genre qui vont pouvoir mettre les mains dans le cambouis avec toi, mais ils vont avoir aussi d'autres facultés, d'autres compétences que tu n'as pas. Et donc, faut se poser encore une fois ces bonnes questions-là. Et moi, je trouve que dans le sales, c'est vraiment pour le coup un domaine dans lequel il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir manager demain? Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est l'objectif ultime de devenir VP Sales d'une boîte où tu passes ta vie à chier des putains de tableurs Excel, en fait. Tu passes ta vie à chier des slides, à faire l'éponge, à faire le lien avec les invests, avec les gens. Alors, certes, une mission stratégique qui est énorme, et c'est ce qui les anime, ces gens-là, c'est sûr, tu vois. Et puis, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, tu manages des gens qui sont des managers. Parce que ça aussi, c'est un truc dont on parle pas, mais quand t'es juste team lead ou head of sales, mais head of sales de quelques personnes pour certaines boîtes, et que tu manages en direct des gens opérationnels, c'est pas pareil que d'être VP, CRO, CSO et manager des managers. Parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais aussi dans le milieu des sales, c'est pas toujours les gens les plus futés, parce qu'on n'a pas de barrière à l'entrée, ça on pourra en parler aussi après. Et donc, quand tu manages des gens purement opérationnels, t'as envie de te taper la tête contre un mur parfois. Vraiment. Quand tu manages des managers, c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, on est sur un rang un peu au-dessus. Les gens ont la tête bien faite, normalement, s'ils sont à ce staff-là. Puis donc, ils peuvent comprendre sa posture. Parce que tu vois, quand une personne n'est pas manager, souvent, le manager va être diabolisé parce qu'il a ce mauvais rôle de tampon, en fait, finalement, entre la direction et finalement son équipe. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que le manager lui-même peut être complètement démuni dans son rôle. Et donc, il va être forcé. Hein. Mais c'est 90%. On tire pas sur le manager. Le pauvre, parfois, j'en vois des nanas, des mecs qui sont genre, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Mais bien sûr. Ils font ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, avec l'équipe, avec le budget, avec ce que tu veux. Et tu sens qu'ils sont, ils sont en galère. Ils sont en galère, les pauvres. Et c'est là où justement il y a eu beaucoup d'injustices parce que quand t'es manager, t'as vraiment ce tampon entre la direction et les collabs. Donc tu prends cher d'un côté, tu prends cher de l'autre. C'est ça. Finalement, t'es une éponge. En fait, t'es là, ça tape des deux côtés parce que tu dois faire éponge avec ceux qui se plaignent tout le temps bas. Parce que un sale, ça passe son temps à se plaindre, à se trouver des excuses tout le temps. La plupart, tu vois. Sauf les 15-20% qui sont justement les top performers qui se plaindront un petit peu, mais beaucoup moins, mais qui feront quand même. La plupart, la masse, ils se plaignent tout le temps. Moi, je les coach tout le temps. Ça se plaint. Et j'ai pas assez de lead. Et j'ai pas d'outils. Et j'ai peur. Et ça répond pas. Et tout le temps des tu vois. Tu peux en refaire un, s'il te plaît? Tu vois, je tire sur les deux parce qu'en fait, il y a même pas, parce que je me tire aussi sur moi en tant que coach, on s'en fout, mais c'est pour dire que faut pas diaboliser le manager, faut pas non plus diaboliser les équipes opérationnelles parce que parfois aussi on leur donne à rien, donc elles aussi, donc c'est trouver sa place, c'est pas évident. Il faut justement, encore une fois, je reviens à ce truc de se poser les bonnes questions de où est-ce que j'ai envie d'aller. Est-ce que monter, c'est forcément une réussite? Est-ce que rester à mon niveau, bien gagner ma vie, prendre du plaisir dans ce que je fais parce que mon produit ou mon service, je kiffe le vendre, je kiffe la cible que je dois du coup adresser, j'aime cet environnement-là, peut-être que je suis très bien à cette place-là. Et c'est le message que je veux cacher derrière tout ça pour certains commerciaux, c'est posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il faut forcément monter? Ouais. Et justement, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que trouver sa place, je pense que c'est vraiment un sujet... C'est sans fin. Sans fin.
Et parce que tu peux trouver ta place un jour, mais demain, elle peut encore évoluer. Pour ceux qui ont la chance de trouver leur place, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Justement, selon toi, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place ? Ta place, elle évolue tout le temps. Moi, j'ai l'impression de l'avoir trouvée professionnellement depuis maintenant un peu plus de 3 ans, où, comme je disais tout à l'heure, c'est le coaching un peu qui m'a choisi parce que j'avais des belles boîtes, j'ai pu monter avec ces boîtes, j'ai été visible, on m'a vu parler sur des podcasts, on m'a dit tiens, viens parler chez nous, et c'est comme ça que c'est venu en fait les interventions d'entreprise. Et en fait, j'ai tellement pris goût et on me demandait tout le temps de venir, petit à petit. Ça a été surtout grâce au podcast ? En fait, c'est venu parce que moi, j'avais un podcast à l'époque. Donc, Phoenix, l'échec mentionne très bien, qui a donné le bouquin après. Et en fait, du coup, je me suis rendu visible petit à petit sur les réseaux avec moi comme objectif de me dire, j'espère que les gens vont kiffer mon podcast. De toute façon, je le fais pour... j'ai aucune ambition financière avec ce projet, mais juste, je veux rencontrer des personnes cool, parler d'un projet qui me fait kiffer et voilà, partager. Et donc, il s'est passé qu'on m'a invité. Donc, petit à petit, j'étais un peu plus visible. Et puis après, du coup, j'étais dans une belle boîte en tant que sales. Donc, j'ai pris la lumière de Sunday. Donc, en fait, on m'a invité sur des podcasts sales. Donc, on a commencé à me reconnaître aussi pour ma verticale, dans mon expertise. Et donc, petit à petit, c'est venu. Puis après, une boîte me dit, tiens, viens, j'adore comment tu parles. Parce que j'ai un phrasé aussi très cash. Je suis un peu atypique dans le secteur, même si je trouve que je colle bien aussi au secteur sales. Parce que les commerciaux, on aime bien un peu avoir ce langage un peu cru qui, moi, me définit. J'ai toujours été comme ça. Mes potes aujourd'hui qui voient maintenant que je rayonne pas mal sur les réseaux me disent c'est drôle quand je t'entends, putain t'es le même qu'avec nos week-ends. Je dis ouais frère, je vais pas changer parce que je suis sur LinkedIn ou si je suis sur Insta. C'est ce qui fait que t'es aligné aussi parce que tu joues pas un rôle en fait. T'es toi-même. En fait tu peux pas tenir dans le temps si tu joues un rôle, ça marchera un temps, tu vois. Moi ça fait plus de 3 ans, ça fait même 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux, j'ai jamais fait semblant, je m'en branle en fait, tu vois. Et maintenant je commence à accepter d'ailleurs depuis pas longtemps, depuis 1 an mais je veux dire vraiment intrinsèquement, j'accepte que les gens m'aiment pas. Pendant un moment, j'y croyais pas trop, parce que je me dis, putain, ils font chier, je suis cool, je balance des trucs sympas, il y a une bonne énergie derrière, je viens toujours avec une bonne intention. Pourquoi tu réagis comme ça ? Et au début, je le prenais du coup pour moi, parce que c'est un truc très humain aussi de prendre les choses pour soi, qui est une grosse connerie. Et après, j'ai vraiment accepté. Maintenant, du coup, je m'en branle, littéralement. Et donc, ça me fait passer encore un cap de fou. Je m'en fous vraiment entièrement toi-même. Je garde que ceux qui sont cool autour de moi, ceux qui puent, je les laisse de côté. Ceux qui viennent avec un échange constructif, qui sont pas d'accord, ça j'aime bien. Mais ceux qui viennent juste pour chier, je les envoie chier dans un bol ailleurs, comme dirait Alexandre Astier. Allez chier dans un bol. Tu l'as vu cette phrase quand il dit ça ? Fabuleux, j'adore ce mec. J'adore, c'est sur Hot One, je crois qu'il dit ça. Bref, j'en étais où, pardon, je sais plus. Tu m'avais posé une très bonne question. Ça y est, je l'ai en tête. Oui, mais oui, en fait, c'est bon, ça m'est revenu. Parce que je te parlais du coup du comment je suis. On parlait de base de prendre sa place. Je te posais la question, selon toi, comment est-ce qu'on fait pour prendre sa place, même si elle est en constante évolution, tu vois, depuis plusieurs années, toi, tu te sens quand même à ta place au niveau professionnel. Tu as testé beaucoup de choses. J'ai quand même la sensation que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont être dans cette indécision avant de tester, de se lancer pour absolument, avant tout, avoir l'idée, trouver, puis ensuite lancer cette idée-là. Alors que toi, j'ai la sensation, dis-moi si je me trompe, mais que tu procèdes un peu à l'inverse, dans le sens où d'abord tu testes, tu coupes les branches qui te déplaisent et qui te correspondent pas, et c'est parce que tu rétrécis finalement toutes ces possibilités et que tu dis ok, en fait c'est vraiment ce chemin-là que je veux, et donc tu y vas au fur et à mesure. Tu retires toutes les fioritures au début, juste y vas. C'est pour ça aussi je cite souvent Tom Hardy avec son concept d'action, passion, noble intention mène au progrès. C'est exactement ça. Si t'es passionné par un secteur, un truc qui t'anime réellement, que tu passes à l'action et que derrière a toujours une noble intention, en fait il peut que se passer des bonnes choses. Peut-être que t'en fais trop. Moi parfois je me suis vu aussi me mettre dans le rouge, et petit à petit en fait j'affine justement ma vision, j'affine en fait tout ça. Après quand tu réussis, c'est qu'une gestion de temps et des priorités. Au début, il faut pas compter tes heures, faut pas compter ton temps, faut dire oui à tout. Au départ, moi maintenant je dis plus oui à tout le monde, mais au départ faut dire oui quasiment à tout. Dans le sens en fait faut tester justement. Les gens tu sais pas. En fait, à partir du moment où c'est une façon de mieux se connaître. Je pense parce qu'en fait c'est une façon de tester ses limites, de savoir de dire oui à tout. Il y a des trucs auxquels tu te dis je veux plus le faire, et parfois redire oui à un truc où tu t'es déniant, c'est aussi bénéfique. J'en parle souvent à Caro parce que
tu te rappelles à quel point il faut pas que tu transiges là-dessus. Tu vois, moi, parfois, il y a des moments, là, justement, mon temps aujourd'hui, il est très défini. Ma semaine, elle est carrée sa mère. Et parfois, genre là, on est genre début mars, je peux pas voir des gens avant un mois. Littéralement. Genre, j'ai pas de place pour voir des gens avant mi-avril. Je peux pas coacher avant septembre. Alors, mon truc, il est vraiment carré. Et je sais que maintenant, je transige plus. De temps en temps, je peux sur des jours très précis. Et parfois, je le vois que même quand je transige là-dessus, je suis en mode, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais parce que maintenant aussi, et sans faire le mec, maintenant, je trouve que j'ai réussi. Depuis maintenant bien 2 ans, ma vie, je pensais jamais qu'elle serait comme ça, littéralement. Tu vois, très humblement, pendant plus de 12 ans, je charbonne comme un enculé, à pas compter mes heures, à tester des trucs, à me foirer, à réussir des trucs. Je savais pas trop où j'allais, j'avais une vision plus ou moins, j'allais dire globale, mais même pas en réalité. Juste, je savais que c'était la vente, qu'il fallait que je fasse des trucs. Je prenais les opportunités. Il faut juste savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc, il faut être en phase avec soi à ce niveau-là et de se dire, parfois, il faut prendre des décisions très rapides. Oui, non, j'y vais. Je pèse le pour et le contre. J'y vais, tant pis, en fait. Et au pire, quoi? Au pire, au fait. Ta phrase, ça. Ouais, parce qu'au pire, quoi? Au pire, je fais machine arrière. Il y a rien dans la vie qui t'empêche de faire machine arrière. La seule chose, c'est un gosse. Il y a que de faire un enfant qui t'empêche de faire machine arrière. Tout le reste dans ta vie, que ce soit partir vivre à l'étranger, que ce soit... Ouais, et encore, ça dépend des gens. Mais enfin, globalement, quand c'est le seul truc où tu peux pas dire, ah non, en fait, j'ai plus envie. Non, là, c'est foutu pour toute ta vie. Fallait y réfléchir avant. Donc, mais le reste, tu peux tout arrêter en cours. Et du coup, professionnellement, tu risques pas grand chose, sauf si t'engages beaucoup de thunes. Donc, c'est aussi à toi d'être pragmatique et de te rendre compte que faut pas que t'engages trop d'oseille au départ pour tester les choses. C'est ça, en fait, la limite et la gestion du risque, en réalité, sur ce que tu tentes. C'est, si j'engage pas trop de pognon, en fait, la seule chose, que j'engage, c'est mon temps. Mais aujourd'hui, t'as pas réussi, donc ton temps, il vaut wellou. Arrête de justifier que ton temps, il vaut tant. Ton temps, il vaut que dalle tant que t'as pas réellement un marché sur lequel t'es implanté et où t'as des clients réguliers et où t'as vraiment un produit de market fit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens payent pour ce que t'es, à un juste prix. Tant que t'as pas ça, tu peux te permettre de gaspiller ton temps. Oui. Parce que c'est ça qui va te permettre d'arriver là où tu dois aller demain en réalité. Mais en soi, c'est essentiel, comme tu dis, de gaspiller son temps, en fait, de l'utiliser à bon escient. Oui. Parce que, en fait, t'emploies les bons moyens de façon adéquate au stade où t'en es. Quoi. Et moi, je peux dire qu'à l'époque, je disais, encore une fois, je disais beaucoup oui à tout. On me demandait que ce soit du coup sur des podcasts, sur n'importe quoi. Donc comme ça, je me disais, je me rends visible. Et puis moi, j'avais un podcast. C'est toujours utile, finalement. Ouais, parce que moi aussi, j'avais un podcast. Je me dis, quand je demandais aux gens, j'aimais bien qu'on me dise oui. Donc moi, je dis toujours oui globalement pour passer dans des podcasts. Et je sais que c'est gagnant-gagnant en réalité. Je disais oui à des rendez-vous du coup très tard, à des rendez-vous du coup très tôt. Ma semaine, elle était genre compressée à mort en réalité, où j'étais épuisé. Et en fait, il fallait que j'atteigne ça pour du coup pouvoir aussi maintenant avoir beaucoup plus de temps devant moi et me dire ok, maintenant comment je priorise du coup tous ces trucs là. Et après, il y a un truc aussi, un sujet intéressant, c'est parce on voulait parler de résilience aussi aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on met la limite de ça, tu vois, la résilience, parce que c'est un joli mot, la résilience, c'est t'inquiète, il faut serrer les dents, t'inquiète, il faut y aller, il faut pas compter ses heures, mais parfois c'est de la connerie en fait de penser ça. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu tapes 12 fois ta tête dans un mur que la 13e, elle va passer. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, il faut essayer de contourner le mur ou juste rebrousser chemin. Et que c'est pas grave en réalité. Ça a déjà tapé la tête 12 fois. Tu vois, genre, ça suffit normalement. Tu vois. Et c'est où est-ce que tu mets la limite? Et honnêtement, humblement, j'ai pas de réponse là-dessus parce que ça dépend tellement de chacun. Mais où est-ce qu'on met la limite de il faut pousser jusqu'à temps de ne pas pouvoir faire machine arrière parce qu'en fait, on se dit qu'on a investi soit trop de temps, soit trop de moyens. Et en fait, tu peux plus faire machine arrière. Et en fait, c'est con. Parce qu'à un moment donné, peut-être que c'était juste pas la bonne voie pour toi, tu vois. C'est ça. En fait, il y a cette persévérance, on va dire, un peu malsaine, parfois, qui est on dit toujours, ouais, il faut persévérer, mais non, pas toujours. Enfin, c'est-à-dire que c'est là où tu parles de résilience, effectivement, et de limites, c'est que bien sûr que c'est une qualité d'être persévérant, bien sûr que c'est une qualité d'être persévérant, mais en fait, à un moment donné, si tu t'enfonces dans une connerie, ou dans quelque chose dans lequel t'es pas aligné, c'est là où tu peux soit te cramer, tu peux même ta santé, derrière elle peut te... En fait, c'est ça, la limite, c'est ça, c'est à quel point est-ce que ça entrave tes libertés, à quel point ça entrave aussi, du coup, sur ta santé physique et donc mentale. À partir de combien de fois, pour reprendre, tu vois aussi pareil, Steve Jobs, son expression, elle est pas mal. Si je sais pas combien de jours c'est, si c'est 3 ou 5, où tu te regardes tous les jours dans le miroir pendant 3 jours d'affilée, et tu te dis ta vie c'est de la merde, c'est qu'il faut changer. Il y a un peu ce truc-là, tu vois. Combien de fois est-ce qu'il faut se le dire, je sais pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné,
tu vas avoir ce mal-être global. Il faut arriver à prendre du recul, en parler à quelqu'un aussi, parce que juste le garder pour toi, peut-être que tu vas pas savoir faire la part des choses et te dire ouais, là en fait peut-être qu'il faut que j'arrête. C'est ça, tu n'arrêtes pas de cogiter, tu restes dans ton monde, tu t'avances pas à un moment donné en fait. C'est un tourbillon. Et tu penses que justement tu fais preuve de résilience, donc c'est bien, mais peut-être qu'à un moment donné en fait c'est juste trop. C'est aussi cette fameuse image de, tu sais, t'as une corde que tu tiens. En fait, à un moment donné, c'est en train de te lacérer la main littéralement et t'es en train de pisser le sang. Donc à un moment donné, il faut juste la lâcher cette putain de corde pour respirer, tu vois, genre faire autre chose, arrêter de souffrir. Donc l'entourage, c'est primordial. Mais c'est clair. Enfin, l'entourage, et encore plus, je trouve, quand on est entrepreneur ou t'es seul dans ta barque et que ça, en fait, l'entourage, notre environnement, c'est vraiment notre facteur numéro 1 d'influence. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'échelle de Dilts ? De Dilts ? De Dilts, Robert Dilts. Non. C'est, on va dire, 2 masters de PNL, donc de programmation neurolinguistique. Okay. Et cette échelle-là, en fait, ça s'apparente, on va dire, un peu à la pyramide de Maslow, tu sais, avec les besoins primaires, secondaires, etc. Et en fait, dans l'échelle de Dilts, tu as plusieurs piliers qui t'emmènent vraiment à une vie pleine de sens, harmonieuse, alignée, tout ce que tu veux. Et en fait, le premier pilier, c'est l'environnement. Donc, c'est-à-dire, ça peut être ton lieu géographique, mais aussi ton entourage, tes proches, enfin, peu importe, amis, famille, tes pairs, tes alliés, etc. Et en fait, très souvent, c'est sous-estimé, mais en fonction de qui tu t'entoures et du lieu où tu te situes, ça va vraiment t'influencer, positivement ou négativement. Mm-hmm. Mais du coup, c'est vrai que quand t'es particulièrement entrepreneur, c'est important d'avoir des personnes qui croient en toi, qui te soutiennent, qui t'encouragent, parce que c'est pas toujours facile. Et on parlait de résilience, et je trouve que cette résilience, en tout cas pour ma part, elle se retrouve aussi beaucoup, tu vois, surtout pendant une grosse période de vie où j'avais, personnellement, c'était un peu plus compliqué au niveau de ma santé et tout, tu vois. C'était vraiment cette automotivation de continuer, de dire, OK, aujourd'hui, je sais pourquoi je bosse, me rappeler pourquoi je le fais, et le sens qu'il y a dans tout ça. Et je trouve que parfois, l'automotivation, elle peut être hyper complexe quand t'es solo dans ta barque et que finalement tu peux t'éloigner de tout le monde, tu vois. C'est le pire truc, l'isolation. C'est le pire truc. C'est un danger, très loin. Complètement. Tu te recroquevilles sur toi, t'as plus forcément les pensées claires, t'as pas de gens qui te tirent le signal d'alerte justement quand toi tu le vois pas. Moi, plein de fois, mes potes m'ont dit mec, là tu tires de ouf, non, tu vois. Et puis juste te le faire remarquer, toi tu dis non, c'est bon. Oui, parce que toi t'es dans ton truc, t'es en pilotage automatique. Mais des moments donnés, ça résonne. Tu dis peut-être qu'en fait j'en fais trop. Peut-être qu'en fait il faut que je ralentisse un peu. Et puis après, il y a des trucs dans la vie qui te rappellent un peu à l'ordre et qui te font changer. Tu vois, tout à l'heure, à quel moment on se trouve, en fait, c'est une quête perpétuelle avec soi. Et je pense que ça évolue à des moments aussi très importants dans ta vie. Quand t'as une vingtaine d'années où tu peux tenter plein de choses jusqu'à tes 30 ans sans en avoir un peu rien à foutre, mais tu sais pas trop où tu vas, et donc c'est génial parce que t'es encore un peu insouciant. Après, là, tu passes la trentaine, c'est encore un peu différent. Là, tu commences à avoir aussi une petite pression sociale sur fonder un foyer, etc. Et ça vient rajouter un autre truc. Si t'es pas totalement en phase professionnellement, je trouve que c'est un frein. Alors après, selon dans quel sens tu le prends, ça peut être aussi dans l'autre sens, mais c'est un frein à ta réussite, j'ai envie de dire, sentimentale, tu vois, genre, où ça, c'est pas évident. Et le jour où tu arrives à avoir un peu tout ça, en fait, tu te rends compte que, maintenant, j'ai un peu validé ces piliers-là, comment est-ce que je structure le tout, tu vois, et comment est-ce que maintenant je prends des bonnes décisions avec ça maintenant dans la balance, chose que j'avais pas avant. Donc, et puis demain, ce sera quand tu vas rajouter un gosse. Donc en fait, c'est pour ça que ça change perpétuellement et que t'as vraiment tes grosses décennies où tu bâtis, où après tu récoltes les fruits, puis après il y a encore autre chose qui se rajoute. Et donc en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Faut juste essayer de bâtir un truc le plus sain possible, avoir une hygiène de vie, je trouve, la plus saine possible, s'entourer de personnes positives, essayer de faire un max de choses qui nous font plaisir, même si on réussit pas tout, et se dire que chaque jour, c'est une petite pierre de plus sur l'édifice, tu vois, genre, qui fait que petit à petit, le bordel monte. Mais c'est pas facile, pas facile. Mais clairement. Et je trouve que, tu vois, c'est... Là où, en tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup sur ça, c'est que tu passes facilement à l'action. Tu vois, pour toi, il y a ce truc, échouer, à la limite, c'est pas grave, tu testes, tu casses les dents, mais c'est pas grave parce que c'est pas irréversible. Finalement, on s'en remet, on va rebondir. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, j'imagine, retrouver avec les sales, dans le coaching, mais aussi dans la vie, finalement, de manière générale. Et tu parlais, notamment de prendre des bonnes décisions.
pour beaucoup de personnes, justement, ça peut être difficile de prendre des décisions, de sauter le pas, parce qu'il peut y avoir aussi, tu vois, cette montagne de dire « Oh, mais justement, il y a des conséquences, il y a un enjeu. » Selon toi, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on sait quand on prend des bonnes décisions? C'est un gut feeling, c'est un truc que tu dois ressentir et tu vois aussi les effets positifs autour. Moi, j'ai toujours été hyperactif, j'ai toujours agi et réfléchi après. Donc, je pense que c'est une force finalement en tant qu'entrepreneur. En tant que TDAH aussi, j'ai été diagnostiqué il n'y a pas longtemps, si tu veux. Donc, moi, j'ai des gros troubles de l'attention et une hyperactivité mentale et physique depuis que je suis gosse. J'ai découvert un peu tardivement, mais ça m'étonne pas en réalité. Comment t'en es arrivé là? Comment t'as su? Potes de potes, tu sais, qui font des tests, qui disent tiens, moi j'ai fait ça, tu dis ah tiens, bah ça peut être cool, et puis en fait ta copine qui dit bah toi je pense que tu l'es vraiment, tu fais ah bon bah peut-être que ouais, et du coup tu fais des tests et tu te rends compte, donc bon bah ça veut juste dire que t'as des gros troubles d'hyperactivité en permanence, c'est dur de rester focus, donc en fait c'est pour ça que j'ai toujours 36 000 sujets aussi en même temps, parce qu'en fait ça me permet de vivre, tu vois, finalement. Puis ça maintient un peu ton focus dans un sens, parce que si t'es trop longtemps sur une même chose, quand t'as le TDAH, ça peut être plus propice à s'éparpiller. Moi, je regarde vite, en fait. Ouais. Donc, je sais pas comment on fait les bons choix. C'est juste un truc qu'on ressent au fond de soi, en fait. En tout cas, il y a vraiment ce truc, toi, de t'actionner, puis ensuite de réfléchir un peu dans un sens, de dire, allez, je teste et je me lance, et ensuite on voit ce qui se passe et on réajuste en cours de route. Ouais, parce que l'action mène à la stratégie, pas forcément l'inverse, en réalité. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu peux mettre en place une stratégie toute ta vie, et puis en fait jamais bouger ton cul, et tu peux juste en fait actionner des leviers et te rendre compte qu'au fur et à mesure en fait ah non c'était pas ça, fallait faire ça, et en fait avec ce modèle-là, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses en fait, parce qu'il y en a qui vont chercher toute leur vie à avoir le coup parfait, et puis t'en as qui vont réussir à tirer genre 150 fois, et puis en fait il y en aura bien une de bonne dans le lot, tu vois. Ouais, carrément. C'est ce concept, je crois, j'ai plus d'histoire exacte, mais alors je sais plus si c'est de la poterie ou n'importe quoi, c'est un prof qui met du coup deux salles, enfin qui scinde la classe du coup en deux, et il demande du coup à une partie de la classe de faire du coup l'objet parfait avec le moins de tentatives du coup possible, et une autre salle où il leur dit vous devez avoir du coup le plus d'objets possibles en réalité, sans leur dire qu'il fallait faire l'objet parfait. Et en fait du coup ce qui se rapproche le plus d'objets parfaits, c'est ceux qui ont tenté genre 150 fois versus ceux qui l'ont fait une seule fois, qui ont pensé absolument du coup à tout. Donc tu te rends compte qu'en fait c'est la pratique qui mène forcément du coup au succès derrière, et l'action, et que t'as beau penser chez toi à la meilleure stratégie en soi, et donc forcément ruminer et donc imaginer toutes les conséquences, que ce soit positives ou négatives, en fait il n'y a rien de mieux que de passer à l'action pour s'en rendre compte, même si ça fait peur, encore une fois. C'est juste qu'en fait on a peur des résultats. Plus tu restes dans ta peur. Ouais, complètement. Parce que c'est encore une fois c'est de l'imaginaire, et souvent nos peurs sont très irrationnelles. Je sais plus quel était le pourcentage, mais c'était majeur. Il y a un dessin que j'adore aussi donner en coaching, c'est en fait, alors je sais pas si les gens voient, du coup en fait t'as un cercle. Dans le cercle, du coup ça c'est tout ce que tu penses qui va se passer. Ouais. T'as un cercle qui fait à peu près ça, du coup, dedans, qui dit ça, c'est tout ce qui peut vraiment se passer. Ouais. Et après, t'as une bille comme ça dedans, dans ce cercle-là, qui dit et ça, c'est ce qui se passe vraiment. Ouais. En réalité, donc, notre imaginaire, en fait, il prend une place pas possible. Et souvent, en fait, juste, il nous freine. Mais parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'échouer face, tu vois, à nos pères, face à nos parents. Et en fait, on n'arrive pas à gérer cette peur-là, littéralement. Et c'est ça, en fait, qui nous emprisonne et qui fait qu'on est inactif. Et l'inactivité, en fait, c'est le début de la fin, littéralement. Le jour où t'arrêtes de faire des trucs, t'es mort. Ouais. Et on le voit d'ailleurs aussi, même pour parler vraiment de manière purement rationnelle, quand t'es âgé. Moi, je vois mon grand-père, il est en train de se battre contre un cancer qui est en train de se généraliser potentiellement. Il a 86 ans, il se lève, il fait encore des tractions, tu vois, enfin, il est ouf. Il a taffé très très tard dans sa vie, jusqu'à ses 82 ans. Et versus, j'ai un autre grand-père qui lui aussi, là, entre la vie et la mort, qui lui s'est chopé un Parkinson depuis quelques années, qui a 8 ans de moins que l'autre, qui est déjà dans un état pitoyable 10 ans avant l'autre. Ouais, alors que lui, il a taffé depuis qu'il a 13 ans, qu'il est sur les chantiers, qu'il est toujours resté actif, que ce soit du coup intellectuellement ou physiquement. Et en fait, tu te rends compte que c'est ça qui le maintient encore en vie, et c'est ça qui le maintient dans le 1%, je pense, des personnes de 86 ans aujourd'hui en France. J'en connais pas deux comme lui autour de moi, littéralement. J'aime pas s'il est dans le 1% ou le 0,1%, littéralement. Parce qu'en fait, il a été actif toute sa vie. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, on tend vers juste avoir envie de rien branler. Donc en fait c'est ça et qui creuse aussi notre tombe, c'est que on est dans une putain de société là aujourd'hui où on veut tout, on a tout à portée de main avec tout ce qu'on nous donne grâce à Internet depuis maintenant 20 ans, avec des smartphones et tout, en 3 secondes on sait tout, on veut tout, on veut la richesse instantanée, mais on veut rien branler. On veut rien faire, mais on veut tout.
Donc en fait, c'est antinomique, ça marche pas. C'est pas possible, tu vois. Les gens, ils se posent des questions. Toutes les vidéos les plus putaclic que tu trouveras pour avoir le truc, la recette parfaite, les gens, ils sont là, ils sont attirés comme des vampires, là. Et en fait, ils veulent pas passer à l'action derrière. Ouais. Il y a vraiment... Non, mais c'est super inspirant, en tout cas, là, tout ce que tu dis. Et justement, je pense que le piège, c'est vraiment effectivement cette inactivité, le fait de rester vraiment au point mort et de s'imaginer 50 milliards de scénarios. En soi, en dehors de nous-mêmes, qu'est-ce qui peut pousser à l'action ? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui peuvent avoir du mal aujourd'hui à s'actionner ou à vivre leurs rêves ? Qu'est-ce que tu auras envie de leur conseiller ? C'est se poser les bonnes questions, littéralement. Parce qu'après, et c'est quoi les bonnes questions ? Qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois ? Parce qu'en fait, si t'es pas prêt à te donner les moyens de tes ambitions, en fait, tout ça, c'est juste que des belles pensées, tu vois. Et en fait, ça suffit pas. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment ? J'en sais rien, faut tester. On en revient à la même chose, en fait. C'est que tu sauras pas. Moi, il y a 12 ans, je pensais que c'était autre chose, tu vois. Je pensais que, justement, ma vie, ça allait être, au début, d'entreprendre dans un car wash de bagnole. En fait, pas du tout. Après, je suis parti dans une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées, où je pensais que le but, c'était justement de finir VP Sales. Et en fait, je me suis dit que pas du tout. Et après, du coup, j'ai rebondi sur une autre boîte, où je suis reparti, du coup, dans le sales, et où je prenais beaucoup de plaisir à recommencer à zéro, à être plus opérationnel. Puis après, du coup, j'ai goûté au coaching, et puis en fait de coaching, je suis allé de coaching en coaching, et puis tester du coup tout le temps des nouveaux secteurs, des nouvelles boîtes, etc., jusqu'à trouver un peu cette notion là d'ikigai, comme on appelle. L'ikigai, c'est quoi ? C'est là où il y a un marché, donc là où ça paye, là où il y a de la demande, là où tu te sens bon, et ce qui te passionne. Et si tu arrives à regrouper ces quatre là, en fait c'est fini, t'as un peu fini le jeu, tu vois. Genre c'est génial, t'as hacké un peu la vie. En plus, quand t'as une boîte, t'as vraiment hacké la vie, parce que moi j'ai compris ça il y a plus de 2 ans maintenant, où j'ai monté ma société. Tu te rends compte à quel point en fait c'est un cheat code ultime d'avoir une boîte aujourd'hui, du coup, en France, à pas payer la TVA, à pouvoir passer plein de trucs. Enfin bref, c'est juste la vie. Tu te rends compte que t'as un pouvoir d'achat. Alors quand t'as une boîte qui marche, ça c'est sûr, mais t'as un vrai pouvoir d'achat quand t'es entrepreneur. Et donc bref, pardon, du coup mon cerveau il s'éparpille. Mais comment est-ce que tu te poses les bonnes questions ? Ce que tu disais, c'est qu'il faut tester. Qu'est-ce qu'on dit aux gens ? C'est juste teste, quoi. Arrête de vivre juste dans ta tête à imaginer. Et le meilleur truc à faire, c'est parle en fait à des gens. C'est-à-dire que si t'as peur de passer à l'action, mais parle pas à des gens autour de toi. Parle pas à ton cercle proche qui fait pas du tout ce que tu veux faire. Ça, c'est aussi une erreur classique. C'est je vais parler à des potes ou à ma famille. Alors oui, il faut leur en parler parce que c'est cool. Enfin, en tout cas, et encore, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. T'as un soutien émotionnel si t'en as. Si t'as pas de soutien émotionnel de base, ne va pas vers ces gens-là. En fait, ils sont juste néfastes pour toi. Garde-le pour toi. Parle à des gens qui vivent la même chose que toi, en fait, ou qui veulent tendre vers la même chose que toi. Parce que parler à des potes qui branlent rien de leur vie et qui ont 0 projet et qui sont des locks ultimes, comme on a pu avoir aussi à l'époque, en fait, ça te sert à rien. Ces gens-là, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont pas te donner de force pour passer à l'action. Ce qu'il faut, c'est rencontrer d'autres personnes. Pour ça, sur du pro, t'as LinkedIn qui est juste fabuleux. Donc, si tu cibles bien les gens, que tu leur écris, bien souvent, les gens te le rendent et t'accordes un petit peu de temps, ou ne serait-ce que par vocal ou n'importe quoi, ou te réécriront. Si vraiment tu viens avec, encore une fois, une noble intention. Donc, va te confronter à ce que font tes pairs et, en fait, copie ce qu'ils font. Parce que on a tous démarré en faisant un peu la même chose que ce que font les autres, et puis après, tu l'adaptes à ta façon. Mais si tu sais pas quoi faire, parce qu'en fait, ce qui fait que les gens passent pas à l'action, outre la peur dont on se parlait de pas réussir et du regard des autres, c'est qu'en fait, ils savent pas par où commencer. Moi, le nombre de personnes qui me contactent, qui aimeraient plus que tout être hyper bon en sales ou en call ou ce que tu veux, on s'en fout. Ils savent juste pas par quel bout prendre le truc. Toi, ça te semble évident parce que t'as beaucoup plus d'expérience. Donc, quand on te dit par quoi je commence, par cibler, par faire ça, tu fais ouais, merci. Tu te dis, mec, mais c'est le b.a.-ba. Bon, je suis content de te donner ces clés-là. Donc, commence, en fait, ça peut donner un coup de pouce pour la personne. C'est pas forcément sa première bonne action pour elle, en mode c'est pas la plus alignée, mais c'est une action qui lui permet de mettre le pied à l'étrier, en fait. Une première action. Si demain tu veux faire des calls et que je te dis passe des appels, oui, ça a l'air d'être lambda, mais si je te dis juste prends tel outil, cible et mets tel critère, prends tel outil, récupère des infos, mets-toi 10 heures, mets-toi 10 calls par jour à telle heure, etc. En fait, je te donne un plan d'action.
Et en fait, ce qui manque aux gens, la plupart du temps, c'est un putain de plan d'action pour passer à l'action, justement. C'est comme quand demain, tu te dis, moi, j'ai envie de perdre 5 kilos pour être hyper affûté pour cet été. Sauf que t'as jamais fait ça. Tu fais, je commence par quoi? Je vais à la salle, je fais des exercices de merde, ça sert à rien, je suis résilient. J'y vais tous les jours à la salle, je fais que des exercices pourris. Prends un coach, en fait. Prends quelqu'un qui va t'aider et qui va te faire passer du coup au step, ou en tout cas qui va te corriger. Qui va éviter de te blesser aussi. Qui va t'éviter de te blesser, qui va te donner un vrai plan d'action, qui va te donner quelque chose de cohérent, et pas juste parce que tu trouves 3 merdes comme ça sur Internet. Donc, je dis pas ça parce que je suis coach, je m'en fous. En plus du business, j'en ai plein, donc je viens pas quémander pour que les gens viennent me chercher. Mais allez chercher d'autres coachs, en fait. Allez chercher des coachs dans les domaines qui sont propres à votre secteur. Faites-vous accompagner par des gens qui ont déjà l'expérience et qui vous donneront en tout cas un début de vision, un début de plan d'action. Ça veut pas dire qu'il faudra rester avec eux. Ça veut dire que même qu'en cours de route, vous allez changer de personnes, parce que il y a des gens aussi qui vous aident jusqu'à un certain palier et après, c'est plus les bonnes personnes et il faut changer. Donc c'est pour ça on revient encore à ce truc de j'apprends au fur et à mesure et en fait, j'évolue et je change en permanence. Mais il faut bien commencer quelque part, parce que tu peux pas espérer arriver déjà à ce niveau-là alors que tu démarre de zéro. C'est ça. Et c'est pas grave si c'est pas parfait dès le départ, mais juste démarrer, quoi. Et puis surtout aujourd'hui, alors finalement c'est une chance, mais c'est une malchance pour nous humains, mais c'est une bonne chance aussi pour nous humains quand même. C'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend bien compte que on est dans un mode de consommation poussif. On est dans une société de consumérisme, tu vois, genre en fait où il faut toujours plus. Le contenu concret, 2 jours après, les gens l'ont oublié en réalité. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Les gens, ils se rappellent pas de toi. Je le dis tous les jours aux gens que je coach. Un call foiré, tu rappelles dans 3 semaines, la personne, elle a oublié ton existence. Et sur les réseaux, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien, parce que c'est pas grave, vous avez le droit de vous foirer. Ce qui est nul, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte sur les réseaux que c'est la quantité qui prime sur la qualité, malheureusement. T'as beau faire une super vidéo ou un super post ou ce que tu veux, où tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour et où tout est léché, tu feras beaucoup moins que quelqu'un qui envoie 10 vidéos de merde sur une semaine. C'est clair. Donc c'est ça où je dis que c'est triste, mais à la fois c'est bien pour juste montrer aux gens que, en fait, encore une fois, juste passe à l'action, bouge-toi le cul, tu verras après. Il y a vraiment ce détachement, en tout cas cette prise de hauteur par rapport à l'action qui est menée, de dire ok, c'est pas grave si c'est pas parfait, et juste en fait le principal c'est de se lancer, et puis quitte à ce que tu réajustes en chemin, en fait, simplement. Complètement. C'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, clairement. Et tu parlais de s'entourer, d'aller voir des personnes autres que son cercle proche, qui nous connaît finalement et qui peut être biaisé, parce qu'il peut forcément qu'il y a de l'émotionnel entre nos proches. Et justement, donc j'aimerais rebondir sur ton livre que tu as eu, donc l'échec mention très bien, donc juste ici. Donc que tu as coécrit, parce que là je vois aussi qu'il y a d'autres personnes, c'est ça? Donc ça a été basé avec t'as fait plusieurs interviews avec d'autres personnes, justement. J'ai pris des gens du podcast, je l'ai coécrit avec ma petite cousine, du coup, Loane, qui elle a fait des études en psycho, et avec Benoît Gauthier, qui est un mec fabuleux, qui nous a aidé à tout rédiger, qui écrit des romans, des récits de vie, qui est une personne fabuleuse, vraiment. Et en fait, on a repris 20 personnes, 20 profils sur les 50 que j'avais eu sur mon podcast à l'époque. Pourquoi avoir choisi ces personnes-là ? On s'est dit que c'était des profils intéressants avec des histoires de vie un peu ouf. L'idée, c'est que chaque chapitre recense un peu une partie du cycle de la résilience, on va dire, un peu comme les 5 phases du deuil, finalement. C'est un peu la même chose, hein. C'est le déni, des émotions négatives, une phase d'acceptation, une phase de reconstruction et vraiment le passage à l'action. Donc on a un peu retracé tout ça avec différents chapitres, d'où peuvent provenir la notion du coup d'échec. Est-ce que c'est exogène ou est-ce que ça vient de nous? On a essayé d'avoir à chaque fois 2 profils diamétralement opposés, souvent d'ailleurs homme-femme aussi dans chaque chapitre, avec, admettons, tu vois, le premier chapitre, je pense, c'est Quentin et Enger qui a vécu du coup un burn-out, Quentin qui était bègue quand il était jeune, donc rien à voir. Et en fait, tu te rends compte à quel point ils se recroisent dans leur notion de résilience et comment ils ont vécu leur trauma et comment ils s'en sont sortis. Et donc à chaque fois, l'idée c'était de repartir vraiment de profils de personnes lambda pour que les gens puissent aussi facilement s'identifier, parce que prendre à chaque fois des Michael Jordan, des Steve Jobs, c'est bon, genre des Nadal et compagnie, on a tous plein le cul parce qu'on les connaît tous par cœur. En fait, tout le monde n'est pas Nadal, tout le monde n'est pas Federer, tout le monde n'est pas Steve Jobs. Donc c'est inspirant, c'est cool. Tout le monde n'est pas Oprah Winfrey. C'est génial, mais à un moment donné, tu dis, moi, c'est pas ma vie, tu vois. Et donc l'idée, c'était aussi de retrouver des gens standards, des gens de tous les jours, toi, moi, n'importe qui, et de leur montrer qu'ils ont vécu des choses très compliquées et qu'ils s'en sont sortis. Donc finalement, pourquoi pas toi ?
Tu vois, il y a le « et au pire quoi » que j'adore, il y a le « pourquoi pas toi ». Tu vois, c'est la même chose. Pourquoi eux, ils s'en sortent et pas toi derrière. Donc, l'idée, c'est un peu d'arriver à se retrouver dans certains témoignages, tu vois, qu'on a essayé d'amener de façon assez légère. C'est pas un bouquin psy, tu vois, genre on essaie d'avoir une analyse psycho, mais très vulgarisée pour que ce soit... Moi, je voulais que ce soit un livre populaire, en fait, tu vois. Je veux pas que ce soit une thèse de psycho ou quoi. Je veux que ce soit un livre que tout le monde est capable de lire, prenne du plaisir. Quand il a un moment un peu sombre, il prend un chapitre un peu dans lequel il a l'impression de se sentir, il le relit, ça lui redonne un peu de baume au cœur. Et donc voilà ce qu'on a essayé de faire. On est très contents. Ça a été plus de 2 ans parce que tu fais ça encore à côté de tous les projets que t'as. Eh oui. Donc c'est long, mais c'est cool. C'est cool. Je suis content d'avoir sorti ce truc. Après le podcast, ça boucle un peu la boucle, tu vois. Carrément. Voilà. Et oui, parce que t'avais un podcast que t'as arrêté. J'ai arrêté pour écrire le bouquin parce qu'en fait, j'arrivais un peu au bout. J'étais content d'avoir fait mes 50 épisodes sur ce sujet. J'avais commencé à avoir l'association Pied de Toublé. Non, je pense pas. Ok. Non. Non, je t'ai invité, ça suffit. Ouais, et puis chaque projet a sa durée de vie, je trouve, parce que ça correspond à un moment aussi de ta vie où t'es prêt à faire certaines choses, et puis après, il y a d'autres choses qui viennent se mêler, tu vois. C'est un peu comme ton ex, tu vois, genre, une fois que t'as fini, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu vois, tu reviens pas avec ton ex, ou tu manges pas ton vomi, tu vois. Genre, voilà. Ouais, pas recommandé en tout cas. Et justement, donc l'échec mention très bien, c'est une mention que personne n'aimerait avoir, et pourtant toi tu la portes fièrement, en tout cas tu le dis haut et fort. Justement, c'est quoi la réelle notion de l'échec? Est-ce qu'on peut vraiment échouer? Ah non, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça que je l'appelais ça l'échec mention très bien, parce que petite crotte de nez, tu vois, dans la face du système éducatif dont on parlait, tu vois, au tout début, c'est que on te classe avec des notes et des mentions pour faire genre que t'es mieux que les autres. Et alors qu'en matière d'échec, on a tous la mention très bien, tu vois, parce qu'en fait, il y a pas mieux. C'est pas parce que toi, t'as vécu une peine de cœur que ça vaut mieux que mon cancer ou que ça vaut mieux que lui qui est alcoolique. Ou en fait, on a tous vécu une période tumultueuse et ça nous appartient. Et le temps qu'on a à renaître, j'ai envie de dire, de ce moment, en fait, il nous appartient. Et là-dessus, il n'y a pas un échec qui vaut mieux qu'un autre, ou il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. C'est ça qu'on voulait montrer, parce que dedans, il y a peine de cœur, alcoolisme, je disais du coup cancer, foirer sa boîte, faire un burn-out, comment perdre une jambe. Enfin, on essaie d'avoir plein de sujets hyper divers et variés. Pas du tout autour du pro. Il y a 2-3 sujets pro dedans parce que ça fait aussi partie de notre vie. Ouais, mais je voulais pas articuler ça autour de. Alors lui, il a planté sa boîte SaaS. Tu comprends, parce qu'il a pas levé. Je m'en bats les couilles. Tu vois, genre, je voulais un truc profond où les gens se retrouvent et où quelque chose qui a pu les toucher eux ou un proche autour d'eux, et que ça vienne leur redonner un petit peu de gratitude. L'objet du bouquin, c'est de se dire, en fait. Ouais, ma vie, elle est peut-être pas si pourrie que ça. En tout cas, tout le monde vit à un moment donné, du coup, une période de merde dans sa vie, quoi. Puis c'est normal. Et je voulais un peu banaliser ce truc-là par lequel on est forcément tous passés. Que ce soit encore une fois à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit parce que t'as pas eu une promotion, que ce soit parce que, j'en sais rien, t'as quitté ton conjoint, ta conjointe. On a tous nos trucs. La réussite à 100%, ça n'existe pas, en fait. Impossible. Et c'est ça qui peut être dangereux, notamment sur les réseaux sociaux, parce que tout est beau, etc. Tout le monde est parfait, tout le monde réussit. Mais finalement, et c'est aussi pour ça que je veux faire ce podcast aujourd'hui et que je l'ai lancé, c'est pour aller voir les coulisses et de dire qu'en fait, on est tous humains. C'est pas parce que toi, tu vois, là, tu rayonnes sur les réseaux et c'est super, et c'est je veux dire, tu as bossé pour ça, tu t'es donné les moyens, mais par quoi t'es passé pour en arriver là? Quelles ont été réellement tes expériences? Finalement, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a forcément des montagnes russes émotionnelles, il y a forcément plein d'autres choses derrière qu'on ne voit pas forcément. C'est ouf. Et c'est aussi ça que je veux voir avec toi, c'est que finalement, parmi toutes tes expériences, vraiment, quand est-ce qu'on peut vraiment considérer un échec? Tu vois, comment on peut dire, ok, là c'est un échec, sachant qu'après derrière il y a une citation qui dit soit j'échoue, soit j'apprends. Il me semble que c'est de Nelson Mandela. Ouais. Donc forcément, il y a toujours cette notion d'apprentissage, mais... en fait, l'échec, le succès, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est qu'en fait, il peut pas avoir l'un sans l'autre, littéralement, tu vois. Si tu te casses pas la gueule avant, tu vois, encore une fois, si tu testes pas,
tu sauras pas, tu vois. Et il y aura même pas cette saveur, tu vois, de réussite du coup derrière, où en fait, tu te rendras pas trop compte. Ceux qui arrivent tout du premier coup, alors déjà, ils arrivent pas tout du premier coup, mais ceux qui arrivent quelque chose du premier coup, savent pas trop pourquoi ça a marché littéralement, tu vois. Tu peux te dire que c'est un peu un coup de chance, même si, attention, il n'y a pas de chance dans la vie, la chance, ouais, mais tu sais pas ce que tu as mis en place réellement. Ouais, alors quand tu te chies, tu sais pourquoi tu t'es chié, littéralement, tu vois, derrière. Et donc, forcément, t'apprends, oui, je suis d'accord avec ça. Après, c'est juste que c'est dur. Je veux pas non plus faire un livre de bisounours ou de béni oui l'échec c'est trop bien, il faut passer par là, allez-y, pétez-vous la gueule. Non, je te souhaite d'échouer le moins possible dans ta vie, même si je te souhaite aussi d'échouer, parce que c'est ces moments-là où tu vas vraiment prendre du recul, prendre une vraie claque dans ta vie, et c'est ça où c'est le plus enrichissant en réalité. Les moments où les grosses peines de cœur, où t'as l'impression d'être une merde, les moments où t'as plus une thune sur ton compte, les moments où tu perds des proches autour de toi, c'est des moments très durs par lesquels on passe quasiment tous, en tout cas celui de la mort, on y passe tous parce qu'on perd tous nos proches. Ça, c'est toujours ce moment où on se rappelle un peu des choses simples, et ça nous ramène à la réalité. Moi, je touche du bois, j'ai pas vécu beaucoup de décès dans ma vie autour de moi. J'ai encore mes 4 grands-parents, bon, je vais pas les avoir éternellement, mais tu sens que les quelques décès qu'il y a autour de toi, que ce soit des oncles ou autres, tu sais, ça ramène un peu les pieds sur terre. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, l'humain, il a toujours besoin de vivre des catastrophes pour se rendre compte des choses. On est tellement pris un peu dans notre rat race, on est tout le temps pris par les choses, le temps, etc., qu'il faut subir un truc lourd et douloureux pour se dire, ah putain, en fait, il faut pas que je donne autant. Peut-être qu'il faudrait que je donne un peu plus de temps à ma famille, peut-être que... Et ça, c'est des trucs sur lesquels j'essaie de travailler depuis quelques années maintenant, où j'essaie de me rendre compte avant que ça se passe. Oui, parce que sinon, le danger, c'est que t'es face au mur et que... Ouais, complet. Ouais. Même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu retombes aussi dans tes travers. Parfois, tu vois, tu t'acceptes des trucs que tu t'es dit que t'acceptais plus, mais il y a besoin aussi de passer par là quand même, tu vois. Tout est aussi quand même mesuré. Mais ouais, faut pas attendre qu'il se passe des choses horribles dans sa vie pour prendre des bonnes décisions. Combien de fois t'en vois des gens comme ça, il se passe un truc horrible et derrière ils se disent bah allez, je pète un câble, ce fameux voyage que j'ai voulu faire toute ma vie, me barrer, en fait je vais le faire maintenant. C'est le moment. Mais il a fallu que leur couple après 10 ans se brise, il a fallu qu'ils perdent leur daronne, il a fallu qu'il se passe un truc pour passer à l'action, tu vois. Ouais. Et en fait on n'a pas besoin normalement de ça pour se bouger le cul. C'est sûr qu'il faut un peu de force, c'est sûr, hein, c'est pas simple, hein. Et après un autre sujet, c'est que, alors c'est un sujet d'entrepreneuriat, parce que ça veut pas dire que les gens doivent pas se bouger le cul sur d'autres sujets, mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Tu vois, genre en fait, il y a des trucs, tout le monde aujourd'hui rêve d'être freelance, d'être entrepreneur, de monter une boîte, d'avoir beaucoup d'argent, etc. Et en fait, il y en a, ils peuvent juste pas, tu vois. Ouais. Ils peuvent pas. Ouais. Même s'ils le veulent de tout leur cœur, tu vois, genre à un moment donné, il y a des choses parfois où tu vas trop à l'encontre de qui t'es ou de ce que t'es capable de sacrifier pour y arriver. Puis en fait, souvent, c'est une idée, parce que moi, je pense quand même que quand tu veux vraiment devenir entrepreneur, voilà, enfin, quand t'as toutes les conditions, je veux dire, vraiment, t'as l'état de santé, même sans état de santé, mais je veux dire, la santé, c'est la seule chose qu'on peut pas vraiment maîtriser, tu vois, dans notre vie. Sinon, le reste, tout est remédiable dans ce que je disais tout à l'heure. C'est que tu peux t'actionner sur tel et tel sujet pour évoluer et aller réaliser tes rêves. Ça veut pas dire que tu feras bien. Ça veut pas dire que tu le feras bien, mais c'est pas grave, parce que c'est toujours un pas vers ce que tu veux vraiment. Oui. Et ça, tu peux pas t'en vouloir d'avoir essayé. En tout cas, il y a vraiment ce truc où je pense que t'es pareil sur ça. Moi, je préfère clairement tester et me planter, plutôt que de me dire j'ai pas essayé, mais du coup je me fais qu'un film de ce qui aurait pu être et donc je passe à côté de ma vie. Non, au moins tu vis ta vie, tu te plantes dans ta vie, tu as plein de choses, mais t'en ressors grandi, et puis ça te, comme tu disais, ça te permet de couper des branches et te dire voilà ce que je veux pas, où est-ce que je me positionne, où est-ce que je me positionne pas, etc. Ouais, non, je suis d'accord. C'est l'ego après, l'ennemi là-dedans, tu vois. Parce que ceux qui veulent vraiment ce que tu dis, je suis d'accord, puis c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le côté test et tu verras bien, et le côté si tu le veux vraiment, tu le peux. J'ai l'impression que parfois ça a ses limites, et la limite c'est l'ego. Parce qu'en fait, moi j'en connais des gens qui veulent à tout prix être entrepreneurs, mais qui en fait, ils plantent pas les graines comme il faut, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'ils se sabotent aussi en même temps, et c'est leur ego qui les sabote, parce qu'en fait ils veulent aussi tellement réussir, mais pas, soit c'est pas pour les bonnes raisons, soit c'est pour des raisons uniquement financières. Et ça, c'est des choses, encore une fois, où il faut se poser les bonnes questions, parce que si votre moteur numéro 1, c'est l'argent, ça marchera pas. Ça tiendra pas. Spoiler alerte, ça marchera pas. C'est clair. C'est comme tout à l'heure quand on disait, si tu fais semblant sur les réseaux ou autres, à long terme, ça marche pas. L'argent, c'est pareil. Ça peut te donner un peu d'énergie à faire de l'oseille très vite, mais in fine... Ah, mais tu tiendras pas. C'est évident. Pas possible. Parce que l'entrepreneuriat...
Moi, je pars du principe que si t'es pas passionné, c'est vraiment du sadomasochisme. C'est que des galères. En fait, c'est que des galères tous les jours. C'est toi qui vois si tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Ouais. Mais c'est que des galères. Moi, je t'avoue que j'ai tendance plutôt à être un pessimiste actif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours le verre à moitié vide. Tout le temps. Tout le temps. Mon verre, il est jamais rempli. C'est vrai, ça. Je suis un éternel insatisfait et je suis très pessimiste sur les choses. J'essaie de prôner un maximum des valeurs optimistes parce que j'essaie de rayonner, j'essaie d'être agréable et de pousser les gens. Mais moi, intrinsèquement au fond, je suis un putain de pessimiste en permanence. Mais c'est dans ta nature profonde ou tu l'es devenu? Non, je pense que j'ai toujours été. Okay. J'ai toujours été pessimiste, mais pessimiste actif. C'est-à-dire que mais je fais quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le verre est à moitié vide, donc je vais tout faire pour le remplir. Parce que t'as des pessimistes qui se donnent pas les moyens, tu vois, qui vont juste dire « Oh, c'est horrible ». Qui se plaignent et... C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Le verre, il est à moitié vide. C'est horrible. Bah, bouge ton cul, en fait, tu vois. Donc moi, je suis aussi de cette partie-là, le voir vide, mais j'essaie de mettre des actions en place pour essayer de le remplir. Et j'ai l'impression que c'est en même temps que je le remplis, moi-même, je mets des trous en dessous, tu sais. Ouais. En fait, je me sabote aussi tout seul là-dessus, mais j'arrive pas justement, c'est ça, ça allait être ma prochaine question, c'est pas épuisant à force, justement. C'est épuisant. Ouais. C'est une grosse charge mentale, et donc c'est pour ça que t'arrives pas trop à savoir où tu veux t'arrêter. Moi, c'est la grande question aujourd'hui. Je me rends pas trop compte parce que ça fait 3 ans que là, je kiffe, je gagne trop bien ma vie pour un taf que j'adore faire. J'adore les clients chez qui je vais. Il y a de temps en temps dans le lot, je me dis merde, j'aurais pas dû y aller, mais ça fait partie du jeu. Mais globalement, 99%, c'est génial. Et je kiffe. Et pour autant, je suis en mode, bah, c'est quoi la limite, quoi? C'est quoi la next step, du coup, en fait, tu vois, genre... Et la next step, c'est le temps, j'ai l'impression. C'est comment t'arrives vraiment à manager ton temps. Et c'est un vrai truc, hein, parce que c'est après, on va sur des sujets où il faut apprendre à dire non, justement, alors que tout à l'heure, je disais, il faut dire oui à tout, mais après, il faut dire non. Donc, c'est pour ça que rien n'est jamais éternel, rien n'est jamais fini. Après, il faut savoir dire non, c'est pas facile, il faut se poser ses propres limites. Mais en fait, c'est parce que tu les auras explorées en disant oui. 100%. Que justement tu connais tes limites et qu'après c'est important de les respecter parce que sinon c'est là que c'est le libre arbitre sur le libre arbitre n'importe quoi. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en gros, ça donne tout et n'importe quoi. Enfin, il y a tout qui rentre et c'est pas ce qui n'était absolument pas libre arbitre. Totalement. Non, c'est un vrai bordel l'entrepreneuriat, mais c'est excitant, c'est excitant. Si t'es pas passionné, tu tiens pas. Il y a tellement de galères, il y a tellement de montagnes russes émotionnelles. En une journée, tu peux vivre ta top réussite et d'un coup un top échec et de l'excitation et tout. Toi, tu parles du TDAH. Moi, je suis HPI, HPE. Bon, j'aime pas trop ces termes-là parce que tu sais, il y a ce côté haut potentiel qui peut paraître hyper prétentieux, genre t'es meilleur que quelqu'un, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est vraiment pas ça la notion. Vraiment, le HPI, HPE, c'est vraiment plus, le HPI en l'occurrence, c'est vraiment plus une faculté de comment est-ce que tu réfléchis avec toutes tes pensées en arborescence. C'est plus en fait un fonctionnement, mais il n'y a pas du tout de mieux et de moins, qu'on se mette bien d'accord sur ça. En tout cas, en étant hypersensible, il y a vraiment ce truc où moi je vis les émotions à fond. Tu vois, et donc ce qui fait que à la fois je suis très solaire et c'est comme ça qu'on me reconnaît parce que j'ai toujours été comme ça à rayonner, à être hyper positive, joviale, à aimer la vie et tout, mais par contre quand j'ai une émotion négative genre vraiment c'est l'horreur quoi. En revanche, comme je vis intensément l'émotion, j'arrive à très vite la libérer et à revenir, mais c'est vrai que sur ça c'est les montagnes russes, c'est un truc de fou quoi. Et le salariat, ça me procurait pas autant d'émotions, en vrai. Ouais, quand c'est pas pour toi. Après, t'as des gens, heureusement, ils sont dans le salariat et ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, heureusement, il y en a, tu vois. Mais oui, je te rejoins. Ça, c'est pas forcément facile à gérer tout le temps. En fait, vraiment, cette hypersensibilité, c'est à la fois un cadeau, mais parfois, ça peut être juste hyper challengeant. Ah ouais, complet. Parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline, tu vois, de montée, de redescente et tout. Mais c'est aussi finalement un peu ce qu'on recherche dans l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui nous fait vibrer. Ah bah tu veux l'adrénaline, c'est sûr. Et ça, on est servi. On est servi. Ouais, c'est cool. Et tu parlais de se dégager du temps. Je me rappelle qu'un jour, sous un de mes posts LinkedIn, je crois que je disais que, en gros, moi, je travaille 5 heures par jour, environ. Ça fait 4 ans que je bosse à peu près 5 heures par jour. En moyenne, hein. Ça peut être genre parfois 8, parfois 4, parfois 2, mais en moyenne, c'est vraiment ça. Donc 4 heures, 5 heures. Et maintenant, on est plus autour des 5 heures. Bref, je suis en train de vraiment dire, OK, il faut être exact dans ce que je dis. Et je me rappelle que sous un des posts, tu dis, ah ouais, moi, c'est le rêve, ça. J'ai trop envie d'en arriver là un jour et tout. Et en fait, c'est assez ouf parce que, tu vois, moi, j'ai vécu ça pendant 4 ans où j'avais réussi
à faire mes 5 heures par jour et à super bien gagner ma vie, à ce que mon business il tourne, à partir en voyage. Mais j'ai jamais autant voyagé que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin, vraiment best life, quoi. Vraiment, vraiment. Avec, bien sûr, attention, tout n'est pas tout beau, tout rose, mais vraiment, en majorité, vraiment best life. Et là, tu vois, c'est ouf parce que je suis arrivée dans un autre délire en début d'année où je me suis dit, en fait, j'en ai marre de si peu bosser. Ouais, j'ai eu ça l'année dernière aussi. Ah ouais? Ben voilà. Je voulais trop réduire mon temps. Je voulais tout condenser sur genre même pas 3 jours par semaine. Je voulais plus bosser le lundi, plus bosser le vendredi. Et donc, en fait, ça devenait douloureux de repartir au taf finalement toutes les semaines parce que j'avais plus de temps off que de temps à travailler. C'était déséquilibré dans un sens. C'était totalement déséquilibré. Donc maintenant, je reviens un peu. Je me suis retiré le lundi matin. Je me suis retiré le vendredi après, sauf pour des trucs podcast, médias. Mais donc, j'ai pas l'impression de taffer. Et j'essaie de réorienter du coup mes semaines un peu différemment avec ça, ouais. Mais je pense que ça dépend de chacun. Il y en a qui adoreraient bosser que 4-5 heures par jour ou comme tu le dis, t'aimes bien le faire pendant un temps. Puis Exactement. En fait, on en revient à la même chose, c'est que rien n'est éternel, rien n'est fini, en fait, tu vois. Genre, on peut kiffer faire ça pendant un temps et revenir sur ce qu'on a dit. C'est pas pour autant que on n'est plus en adéquation avec nous-mêmes ou qu'on n'a pas de parole ou autre. C'est qu'en fait, on évolue en permanence, tu vois. Il y a toujours des nouveaux besoins, il y a toujours des nouvelles envies. Et il faut juste se réadapter. Exactement. La connerie, ce serait vraiment de rester dans cette fermeture d'esprit, de dire non, je suis resté sur cette ligne directrice, j'y reste, alors qu'en fait, à un moment donné, ça te convient plus forcément. Ouais. Et tu vois, bah là, moi, c'est pour ça que je suis passée en société là en début d'année, parce que j'étais en micro, en gros, pendant 4 ans. Bah là, tu vas découvrir la vie. Ouais, bah là, je vois clairement la différence. Mes journées, on est plus trop à 5 heures par jour. Mais je kiffe. En vrai, je suis vraiment sous l'eau en ce moment. Mais je kiffe. Et vraiment, c'est ce que je voulais aussi. Donc là, tu vois, je sais que pendant, je pense, plusieurs années, ça va être des années vraiment charnières. Mais c'est vraiment ce que je veux. Et ça sera complètement OK qu'à un moment donné, de réajuster, de dire, OK, là, j'ai besoin de ralentir ou quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc, ça, qui est hyper important et que je vois beaucoup dans mes coachings d'entrepreneurs. Parce que tu sais, moi, je suis vraiment spécialisée dans le coaching de dirigeants, d'entrepreneurs pour allier bien-être et performance. Et souvent, le sujet qui revient, c'est la culpabilité à se mettre off, la culpabilité à prendre du temps pour soi, à ralentir, à se reposer, comme si tu passais à côté de plein d'opportunités et que tu mettais ton business vraiment en off. Et en fait, ça, c'est malheureux, mais c'est une connerie, tu vois. Parce que c'est indispensable, le repos, le fait de ralentir, ça fait vraiment partie de la réussite. Et tu vois, typiquement, à un moment donné, j'ai été malade pendant une semaine. Je sais pas, clairement, j'ai pu publier sur LinkedIn. Alors, je me disais, l'algorithme en PLS. Non, mais on s'en fout. C'est toi qui fais avancer aussi les choses. Et donc, c'est important de se faire passer en priorité. Et justement, je pense que ça, c'est quand t'as la tête vraiment sous l'eau, tu peux manquer finalement de prise de recul par rapport à toi-même et avoir plus de difficultés à faire cette météo interne un peu, que ça soit au niveau émotionnel, mais aussi physique, vraiment tout. Justement, je sais que toi, t'as vraiment conscience de ça aussi et que tu sais te privilégier, tu sais te dire, OK, c'est important d'avoir un mode de vie sain, etc., etc. Justement, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour respecter au mieux cet équilibre bien-être, performance ? Je me donne des temps, en fait, et je le mets dans mon agenda et je m'y tiens. Après, c'est la discipline, hein. Après, chacun a besoin de certaines choses. Moi, je sais que c'est le sport, c'est indispensable. Je suis obligé de me faire presque 1 heure par jour, au moins tous les 2 jours minimum, pour me sentir bien, pour sentir que je me dépense et arriver à relativiser sur mon quotidien. Donc le sport, c'est obligatoire. J'arrive maintenant à plus travailler avant une certaine heure le matin. Sauf quand j'ai des coachings, maintenant je prends plus de rendez-vous avant 10h. Ouais. Ça m'arrive 9h, mais c'est exceptionnel. Et donc je commence mes coachings le matin. Mais je m'écoute. Et c'était totalement différent il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me levais tôt. À 6h, tu vois, j'avais testé des trucs un peu style Miracle Morning, j'avais jamais lu le bouquin, comme je dis toujours, mais j'avais testé des trucs un peu similaires, me lever, m'étirer, sport, lecture, machin, etc., méditation. Et à l'époque, je kiffais, et aujourd'hui, je suis incapable de le faire, tu vois, genre, j'ai plus envie, et j'accepte de juste plus avoir envie de ça. Donc, moi, ce qui est important, c'est me lever tranquille. J'aime bien les slow morning, tu vois, maintenant, de plus en plus. Donc, j'essaie de les avoir plusieurs fois par semaine. Notamment, tu vois, lundi, vendredi, justement, ces fameux jours où je veux pas bosser.
Je vais à mon rythme tranquille. Je vais au sport ces jours-là aussi. Et après, quand je suis tête dans le guidon, mardi, mercredi, jeudi, c'est plutôt 3 jours assez intenses. Donc, j'essaie d'avoir un peu une bouffée d'air de sport. J'essaie de pas bosser après une certaine heure. Je me rendais compte aussi à l'époque, parce que je l'ai fait longtemps, prendre des meetings à 18, 19 heures, finir à 20 heures. Juste des meetings, après, il faut encore taffer et tout. Ça, je fais plus. Ouais. Parfois, je taffe tard, ça m'arrive. Tu vois, il y a des 2-3 fois où j'ai besoin de bosser. Je vais bosser jusqu'à 22 heures, mais c'est occasionnel, tu vois. C'est plus une norme pour moi. Je tolère plus ça parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin. Donc maintenant, c'est mieux gérer mon temps, démarrer à partir d'une certaine heure, pas finir après. Entre-temps, être le plus efficace possible, parce que c'est ce que je dis aussi dans les coachings, c'est que, en fait, ceux qui bossent 12 heures par jour, pas forcément les gens les plus efficaces sur Terre, tu vois. C'est clair. Et aujourd'hui, on a aussi un problème en France avec le présentéisme qui est atroce, où normalement, tu vois, quand tu parlais de 5 heures, en fait, 5 heures purement effectives où tu sais exactement ce que tu dois faire, t'es censé torcher ta journée quasiment. Mais de fou. Il y a certains trucs où on sait que quand tu dépends d'autres et que ça aussi, c'est des mauvaises pratiques dans certains secteurs. Moi, je l'ai vu avec des potes où, tu sais, ils te donnent l'info à 18h, tu sais, t'attends toute ta journée, t'as pas grand chose à branler, donc t'avances sur des trucs et comme par hasard, c'est à 18h, tout le monde se réveille, tu sais. Donc en fait, les gens finissent tard parce qu'ils ont rien branlé de la journée pour certains. Ils se réveillent, quoi. En fin de journée. Donc eux, c'est horrible parce que du coup, ils y passent 12 heures, mais en fait, pareil, ils auraient pu condenser leur journée différemment. C'est ça. Donc, comment je fais pour mon équilibre? Je m'impose des timings, je m'impose des sessions de choses qui me font du bien et je m'y tiens. Ouais. Voilà. Donc la discipline, finalement, c'est vraiment quelque chose qui va contribuer à ton bien-être de t'y tenir. Ah ouais, c'est clair. Si je vais pas au sport 3 fois par semaine, j'ai envie de tout péter. Chaque truc qui me vient m'emmerde. Tu vois, en fait, je sais pas prendre le recul nécessaire sur le moment. Je vais réagir de manière impulsive parce que j'aurais pas canalisé mon énergie à ce moment-là. Je me serais pas fait du bien. Et puis, je sais que le corps et l'esprit, c'est lié. Donc, si dans mon corps, je me suis pas dépensé, je me sens pas bien, là-haut, ça ira pas. Tu vois. Mais c'est clair. Donc, pour moi, le sport, c'est indispensable. Je le prône dans beaucoup de podcasts aussi. Je le dis parce que on le sait tous, mais en fait, bougez votre putain de cul, en fait. Faites du sport, tu vois, genre, mais peu importe ce que c'est. Il y en a qui kiffent le vélo, la course, la natation. Il n'y en a pas encore un mieux que d'autres, mais c'est juste, ayez une pratique, une activité physique vraiment régulière. Genre, ils le disent à la télé comme des cons sur des slogans, mais c'est la vérité. Faire 3-4 fois par semaine du sport te permet vraiment d'évacuer, de te sentir bien. Toi, tu fais quoi comme sport ? Moi, je vais à la salle maintenant. Avant, je faisais du basket longtemps. Après, ça fait 10 ans maintenant que je fais juste, je m'entretiens, quoi. Mais je kiffe. Et j'ai pris un coach aussi pareil, tu vois, parce que j'ai fait du sport pendant longtemps. Pour autant, quand il a fallu aller à la salle, en fait, je sais pas quoi faire. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je me suis retrouvé très humblement dans cette situation où je vois des gens, ils font des trucs, je suis en mode genre, mais moi, je sais pas quoi faire. Je vais faire quel exercice, dans quel ordre, je fais combien de séries, combien de trucs. Pour moi, la salle de sport, c'était un terrain inconnu il y a encore 2 ans, tu vois. Je m'y suis mis vraiment il y a 2 ans, j'ai trouvé un truc stylé. Puis après, de fil en aiguille, j'ai pris du plaisir. Je mélange ça avec un peu de cardio. Voilà, je kiffe. J'ai testé l'Aerox. Moi, j'en ai fait un. Ça m'a fait plutôt chier parce que c'est tout le temps la même chose. Donc, en fait, c'est relou. Mais j'ai kiffé le faire. Et donc, pareil, je teste certains trucs, tu vois, mais j'ai besoin de sentir que je me dépense, en tout cas. Ouais, clairement. De sentir que je me dépense. Il y a ce truc je trouve que le fait de rester vraiment sédentaire, c'est devenu très, ça s'est vraiment banalisé, tu vois, de rester le cul sur sa chaise pendant 8 heures dans la journée. C'est facile, hein. C'est facile. C'est facile d'avoir envie de rien branler, Ouais. Mais c'est justement le piège, c'est ce qu'on disait, c'est que après, tu vois, il y en a qui vont dire oui, mais je suis à plat dans ma créativité, etc. Ouais, mais en même temps, rester enfermé toute ta journée derrière ton ordi, c'est pas ça qui va te faire du bien. Et souvent, c'est dans les moments où tu vas te doucher, ou juste avant d'aller dormir, et où tu te détends, que t'as les meilleures idées, que ta créativité, elle est boostée, que vraiment, tu refais le monde. Parce qu'en fait, tu lâches. Et quand ton cerveau, il est tout le temps, finalement, en contrôle et en maintien pour faire à tout prix, à un moment donné, on oublie d'être. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on croit souvent qu'il faut être des fers humains, alors qu'on oublie qu'on est des êtres humains. Et que ce qu'on fait, c'est pas... En fait, il y a vraiment une dissociation entre qui on est et ce qu'on fait. Dans le sens où ce qu'on fait, bien sûr que ça dépend de nous, mais c'est qu'une extension de notre être, quoi, si tu veux. C'est vraiment, d'abord, avant tout, on a des émotions, des croyances, des valeurs, des pensées, tu vois, vraiment des choses qui nous correspondent, qui sont propres à nous. Et les projets, c'est parce qu'on a mis en place des choses. Et les gens s'associent beaucoup trop souvent à ce qu'ils font, et notamment dans leur réussite, tu vois, de dire moi, je te dis une connerie, je suis CEO de telle boîte, nanana, donc j'ai réussi, donc j'ai de la valeur. Et si j'étais pas ça,
j'aurais pas de valeur. Et je le vois notamment, sans faire de généralité, mais je le vois quand même très souvent chez les hommes, plus que les femmes. Mais ça, malheureusement, ça a été dû aussi à la société et à l'éducation, de dire qu'un homme devait absolument tenir la baraque, gérer, avoir les responsabilités, etc. Alors que finalement, pour les femmes, on nous a plus appris, tu vois, à communiquer nos émotions, à avoir plus de moments de vulnérabilité, etc. Et je trouve que c'est très dommage pour les hommes, même si c'est en train d'évoluer et ça, c'est chouette. Mais finalement, cette notion de la réussite, elle est parfois très biaisée entre réellement le rôle d'une personne, ce qu'elle est en train de faire et qui elle est vraiment. Et tu vois, donc là, c'est ma transition un peu. C'est que, je sais pas toi, mais moi, cette notion de la réussite, elle a beaucoup évolué au fil des années. Tu m'aurais demandé il y a 10 ans, c'est quoi pour toi réussir ? Je t'aurais dit, ouais, c'est être avocate d'affaires internationale, talon aiguille, blazer, voyager partout dans le monde, businesswoman, etc. Et finalement, c'était vraiment ce que je voulais montrer au monde. Alors qu'aujourd'hui, ma notion de la réussite, mais elle a tellement rien à voir. Moi, tu vois, c'est... t'es chez toi, basket, ou chaussettes, parfois pilou-pilou, tu vois, derrière ton bureau ou dans ton canapé. Tu te lèves... moi, pareil, je commence mes coachings à 10h. Tu termines, tu vas faire ton sport. T'as vraiment cet équilibre-là. Donc, en fait, c'est... Tu vois, avant, c'était vraiment ce que je voulais montrer au monde. Et aujourd'hui, ce que je veux ressentir dans le monde. Et c'est là où, justement, il y a eu énormément de taf dans qui tu es et ce que tu fais, qui est qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de, tu vois, je suis entrepreneuse, je suis coach, et toutes les casquettes qu'il y a dans l'entrepreneuriat, mais à côté, je suis Ludivine Gilles, et en fait, c'est même si tout ce monde, finalement, est lié, c'est quand même deux parts entières. C'est-à-dire que la coach, c'est mon rôle, c'est mon métier, l'entrepreneuse aussi, mais c'est pas qui je suis profondément. Et tu vois, il y a vraiment souvent ce manque de nuances, je trouve, chez les gens. Est-ce que toi, justement, tu l'as vécu aussi ? Et justement, en quoi ta notion de la réussite, elle a évolué depuis ? En quoi ma vision de la réussite, elle a évolué ? Pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, ça évolue en permanence. C'est qu'une fois que tu accomplis des choses, tu as envie d'autre chose derrière. Et en fait, tu tends surtout vers plus de simplicité. Je pense que quand tu réussis, mais après, la réussite, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a pour eux, la réussite, c'est justement avoir une maison au fin fond de la Cambrousse et vivre de pas grand-chose. D'autres, ça va être d'être dans une tour à la Défense et de gagner 500 000 par an. Mais justement, pour toi, son truc. C'est quoi réussir ? C'est quoi pour toi une vie réussie ou réussir, tout simplement ? C'est de savoir gérer son temps comme on le veut. En fait, tu te rends compte que la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est vraiment le temps. Et donc, pour moi, la réussite, c'est de savoir faire exactement ce que je veux de mon temps sans jamais devoir quoi que ce soit à quelqu'un. C'est-à-dire que si je veux changer, si demain je veux faire n'importe quoi, en fait, je le fais, c'est tout. Et donc, avoir suffisamment d'aisance aussi financière pour se le permettre. Pour moi, la réussite, c'est ça. C'est de se dire que demain, j'ai pas envie de taffer un mois, je taffe pas un mois. Si j'ai envie de partir 3 semaines, je sais pas où pour bosser, je pars 3 semaines pour bosser. C'est avoir la flexibilité et c'est surtout, du coup, avoir aussi un taf qui te nourrit et sur lequel tu sens que tu amènes de la valeur. On en revient à cette notion tout à l'heure d'ikigai, mais c'est ça. C'est de savoir que ce que tu apportes, ça a un impact. Ça, c'est important. Et outre ça, c'est la réussite au sens global. C'est aussi, donc, quand je reviens à ce temps, c'est du temps pour les tiens. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te noies un peu dans cette ivresse de travail et où t'en vois jamais le bout et tu peux bosser jusqu'à très tard. Et en fait, quand t'es seul, c'est facile. Je sais parce que ça fait, moi, il y a encore plus d'1 an, j'étais tout seul, je m'en foutais, je pouvais taffer très tard, j'avais pas d'autre but dans ma vie que de taffer, donc de réussir. Et donc, j'ai l'impression que j'étais heureux comme ça. Puis en fait, il me manquait autre chose. Donc, Mais est-ce que tu arrivais à le faire pour toi ou est-ce que tu le faisais justement pour les autres, pour ce qui, tu vois, pour un chemin à suivre T'arrivais quand même à l'associer à toi ? Ouais, tu le fais pour toi à la base, c'est sûr. Après, tu le fais aussi pour les autres, parce qu'après, mais ça dépend du taf. C'est que moi, le taf, c'est que je crée du contenu. Donc, à un moment donné, tu le fais aussi pour les autres nécessairement. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu vas aussi te nourrir. Moi, en tant que bon extraverti, je me nourris aussi de l'énergie des autres. Donc, le fait de coacher, je le fais pour les autres, mais je le fais avant tout pour moi, parce que ça me procure du plaisir d'être avec des gens à chaque fois un peu différents, de leur renseigner des trucs, qui passent un bon moment, qu'on se marre et qui ressortent de là grandis. Donc,
je le fais égoïstement, peut-être pour moi à la base, c'est sûr, mais ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive aussi un peu à banaliser aujourd'hui, c'est que c'est pas grave de penser à soi en premier, en fait. Il faut. Ça veut pas dire que tu peux pas être généreux tout en étant égoïste. C'est pas antinomique, ça, pour le coup. Mais en fait, c'est ça l'erreur. Ouais. C'est que même là, tu vois, c'est là où, en fait, c'est une fausse notion. L'égoïsme, c'est pas se faire passer en priorité. Totalement. Et ce n'est pas penser à soi. Le vrai égoïsme, c'est finalement d'imposer ses besoins à une autre personne et de pas considérer que ses propres besoins sont prioritaires pour elle. C'est très différent. Justement, en fait, je pense que le fait de se faire passer en priorité, ça va te permettre, comme tu te considères et comme tu prends soin de toi dans un sens, c'est aussi une façon où tu vas réussir à plus prendre soin des autres et à plus considérer les autres. Donc, si tu n'arrives pas à le faire pour toi-même, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire pour les autres. Si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres, ça c'est sûr. Exactement. On revient toujours à cette image de dans un avion. Donc, en fait, c'est de l'altruisme de se faire passer en priorité. Bah oui. Ça, c'est pas de l'égoïsme. Bah non. Et quand tu regardes, du coup, cet exemple un peu con, mais dans un avion, si tu veux aider les gens autour de toi, qu'est-ce que D'abord, tu mets ton masque. D'abord, tu mets ton masque, parce que sinon, sans ça, en fait, tu vas crever, et donc tu pourras aider personne. Bah, c'est le même concept. C'est juste que oui, on l'a un peu banalisé négativement, mais oui, c'est de l'altruisme que de penser d'abord à soi, et ça veut pas dire, encore une fois, que tu peux pas être généreux et pas penser aux autres. Carrément. Et c'est juste qu'à un moment donné, il faut s'écouter, parce que si toi, t'es pas en phase avec qui tu es, si tu te sens pas aligné, bah, en fait, ce que tu dégages, ça peut pas fonctionner, en tout cas, derrière. C'est clair. Trop cool, on a parlé de plein de sujets. Ma dernière question, tu sais que moi je suis très autour du rayonnement, mais le rayonnement qui d'abord part de soi pour ensuite le diffuser autour de soi, hein, c'est pas le rayonnement, tu sais, briller pour la fame, tout ça. C'est vraiment ce rayonnement, moi ce que j'entends c'est, en fait c'est vraiment, tu vois, dans cette alliance bien-être performance, où bah, si tu te sens bien, forcément, ben, t'as forcément une énergie positive où tu rayonnes. Et si derrière tu performes, ben, t'es fier de ce que tu fais, t'es satisfait, t'as une boîte qui tourne. Donc t'as vraiment un cercle vertueux qui fait que plus tu te sens bien, plus tu performes, mais ça accroît ton bien-être aussi. Donc c'est quelque chose de hyper positif. Justement, toi, c'est quoi ton meilleur conseil pour rayonner ? En tout cas, si tu veux, pour rayonner en tant qu'entrepreneur. Fin du podcast. Je plaisante. C'est quoi mon meilleur conseil pour rayonner en tant qu'entrepreneur ? Ouais. Bah, savoir ce que tu branles, quoi. Qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Pourquoi tu fais les choses ? Je pense que c'est le truc qui te permettra d'être ancré, et encore une fois, de venir toujours avec cette fameuse noble intention, quoi. Si tu sais réellement ce qui t'anime, il n'y a que ça qui te fera tenir, en fait, dans le temps. Donc, si tu fais ça juste pour le faire, ou parce que c'est bien, ou parce que ça va te rapporter de l'oseille, encore une fois, on n'est pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc, faut mettre des paillettes dans ta vie, alors. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut finir sur ça, le fait d'écouter son cœur, finalement, d'être connecté à son cœur, plutôt que de dire, ouais, tout de suite la thune, etc. Parce que finalement, dans un sens, c'est ça, si tu vibres avec ce que tu fais, si tu sais ce que tu veux faire, finalement, c'est ton cœur qui te parle aussi. Et après, la stratégie, c'est là où tu mets la tête à dispo, finalement, pour répondre à ton cœur, et de mettre des paillettes dans sa vie, alors. C'est des paillettes dans ta vie. Dommage, j'aurais trop aimé avoir des paillettes partout. Je sais pas, c'est réussir à faire avoir un équipe. Non, je sais pas. Cette question, elle est trop compliquée, je sais pas. Mais tu as répondu, hein. Trop de trucs qui se mélangent. Bah, tu as répondu. D'être à l'écoute de soi. En gros, en résumé, ce que tu dis, c'est, moi, ce que j'en retiens, c'est ça. C'est d'être à l'écoute de soi, de savoir ce qu'on veut vraiment. Et finalement, quand on sait ce qu'on veut vraiment avec cette pure intention, c'est ça qui nous guide, tu vois. Et ça rejoint, je trouve, c'est très cohérent avec tout ce que tu as dit depuis le début, qui est d'abord, vas-y, lance-toi, écoute ton cœur et cette pulsion un peu. Puis ensuite, tu réajustes après. Et ça part de cette pure intention. De dire, par exemple, au début, je dis oui à tout. Bah, ton intention, c'est de dire oui à tout pour aller couper ses branches. Puis à un moment donné, ma pure intention, ça va être de m'écouter et de respecter mes limites. Bon, bah, tu vois, en fait, toi, dans la façon dont tu fonctionnes, c'est très fluide. C'est-à-dire que toi, tant que ton intention, elle est au clair, ton fonctionnement et ta stratégie, elle déroule un peu d'elle-même. Je me trompe ou pas ? Ouais, totalement. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qu'on en retient. Et en tout cas, je trouve que cet épisode, on a évoqué vraiment beaucoup de sujets et qui peut inspirer un max de personnes. En tout cas, je l'espère. Donc, merci à toi. Plaisir. Pour ce moment. Et puis, je te dis à la prochaine, du coup. Grave. Avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à suivre Enzo sur LinkedIn. Je crois que tu as une chaîne YouTube, Instagram. De toute façon, il est partout.
Donc, n'hésitez pas à le suivre, mais aussi à liker le podcast, l'épisode et à le partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Et merci pour l'écoute et à très vite.